Prendre l'avion est devenu une routine pour beaucoup de gens. Mais même les grands voyageurs ignorent parfois ce qu'il ne faut jamais faire dans un avion. Et pour commencer, on ne se met jamais pieds nus. C'est l'une des règles d'or du voyage en avion. Sans même parler des odeurs désagréables, le sol de l'avion est très sale. Des personnes souffrant de problèmes de pieds contagieux se sont peut-être promenées pieds nus dans les allées avant toi. Et il est fort probable qu'il y ait beaucoup de saleté laissée par les passagers précédents. Et on ne parle même pas du sol des toilettes. Si tes pieds ont besoin d'un peu de liberté, enlève tes chaussures, mais garde au moins tes chaussettes, ou bien emporte une paire de pantoufles légères. N'oublie pas que l'air pressurisé de la cabine est aussi sec que celui du désert du Sahara, avec seulement 20% d'humidité. C'est pourquoi tu peux ressentir un certain inconfort au niveau de la peau après un vol. Ne serait-il pas plus judicieux d'installer des humidificateurs d'air dans la cabine ? En réalité, le poids supplémentaire coûterait trop d'argent aux compagnies aériennes. De plus, la carlingue de l'avion est principalement composée d'aluminium et d'autres métaux, et l'air humide pourrait entraîner de la corrosion. N'oublie donc pas d'emporter une crème hydratante et de l'utiliser pendant le vol. Remonte toujours ta tablette dès que l'avion commence à se déplacer sur le tarmac, et ne la baisse jamais pendant le décollage et l'atterrissage. Il s'agit d'une mesure de sécurité qui garantit que toi et les autres passagers disposeraient d'un passage dégagé en cas d'évacuation d'urgence. Dans le même ordre d'idée, garde ton siège en position verticale pendant le décollage et l'atterrissage. Tout d'abord, un siège incliné peut sérieusement ralentir une évacuation d'urgence car il bloque la personne assise derrière. Ensuite, plus on est penché vers l'arrière, plus il est difficile de se mettre en position de sécurité lors d'un atterrissage d'urgence. Essaye d'éviter de dormir pendant ou juste après le décollage et l'atterrissage. D'abord, ce n'est pas bon pour ta santé. Le principal problème est que la pression de l'air à l'intérieur de la cabine change très rapidement pendant ces phases du vol. Et cela affecte la pression de l'air dans tes oreilles. Il est donc important d'être vigilant pendant ces phases, de te détendre et de dégager tes oreilles, par exemple en bâillant ou en avalant fréquemment. Mâcher du chewing-gum fonctionne aussi. Si tu dors, tu ne peux pas le faire, ce qui peut entraîner des dommages permanents. Et bien sûr, il y a la question de la sécurité. La plupart des accidents se produisent au décollage et à l'atterrissage. Si tu dors pendant ces phases, tu risques de ne pas être assez alerte en cas d'urgence. La recommandation suivante vient de l'Agence pour la protection de l'environnement. Selon elle, il est préférable de ne pas boire de boissons chaudes dans l'avion. L'eau utilisée pour préparer le thé et le café ne proviennent pas de bouteilles. C'est de l'eau du robinet. Or, les réservoirs d'eau des avions sont souvent vieux et pleins de bactéries. En 2004, une étude a révélé que plus de 12% des échantillons d'eau contenaient des bactéries nocives. Si tu décides malgré tout de boire une boisson chaude dans l'avion, ne te verse jamais toi-même le café ou le thé. Le personnel de bord est formé à cette tâche dans les allées bondées d'un avion en mouvement. Tu éviteras ainsi le risque de te brûler ou de brûler d'autres passagers. Il est préférable de ne pas commander de Coca-Cola dans un avion. La pression de la cabine provoque beaucoup de mousse. Or, pour des raisons évidentes, les hôtesses ne veulent pas te servir un gobelet rempli de mousse. C'est pourquoi elles ne remplissent que la moitié du gobelet. Attendent que la mousse retombe, puis elles finissent de le verser. Cela peut prendre de longues minutes. Garde ton aérateur ouvert. Tu réduiras ainsi la propagation des germes. Les avions sont équipés de filtres à air de haute qualité. Ils retiennent jusqu'à 99% de germes en suspension dans l'air. Tu n'as donc rien à craindre, mais n'oublie pas d'essuyer ta tablette. Avec 8 fois plus de bactéries que le bouton de la chasse d'eau des toilettes, c'est l'endroit le plus sale à bord. Une autre chose à éviter est de t'appuyer la tête sur la fenêtre si tu as un siège côté hublot. Tu ne sais pas qui a occupé ton siège avant toi et de toute façon, la vitre risque d'être couverte de germes. Évite de porter des tongs ou des talons hauts pendant un vol. Ta survie pourrait être en jeu. En effet, ces deux types de chaussures rendent très difficile l'évacuation rapide de l'avion. Si tu portes de talons hauts, tu devras de toute façon les laisser derrière toi au cas où l'équipage utiliserait des toboggans d'urgence lors d'une évacuation. Les talons risquent en effet d'endommager le toboggan et il faudra donc les enlever. Maintenant, demande-toi si tu as vraiment envie de sortir de l'avion pieds nus. Non ? Alors opte plutôt pour des chaussures robustes avec une semelle solide. Dans ce cas, tu ne te retrouveras pas pieds nus sur un tarmac brûlant ou en pleine nature. Ne mets pas d'objets lourds dans les compartiments supérieurs.
En cas de forte turbulence, ces objets risquent de ne pas rester à l'intérieur et en tombant, de te blesser ou de blesser d'autres passagers. C'est pourquoi, s'il est difficile de soulever un objet pour le placer dans le compartiment supérieur, il vaut mieux le mettre sous le siège devant toi ou ailleurs. N'en veux pas au pilote pour un atterrissage un peu brusque. Si tu en fais l'expérience par mauvais temps, il se peut que ce soit intentionnel. Si la piste est recouverte d'eau ou de neige, l'avion doit toucher durement le sol pour briser la couche d'eau ou éviter l'aquaplaning. Sinon, l'eau pourrait jouer le rôle de lubrifiant et l'avion ne pourrait ni freiner ni répondre à une quelconque commande. Déployer un toboggan d'urgence alors qu'il n'y a pas d'urgence est une très mauvaise idée. Cela peut entraîner des retards de plusieurs heures et coûter des milliers de dollars aux compagnies aériennes pour remettre le toboggan intact dans son conteneur. Si tu te demandes pourquoi quelqu'un ferait une telle chose, certains semblent penser que cela les aidera à descendre plus vite de l'avion. N'ignore pas les instructions du personnel d'ouvrir les stores des hublots pendant le décollage et l'atterrissage. En cas d'urgence, cela leur permettra de voir ce qui se passe à l'extérieur, d'évaluer la situation et d'agir rapidement en organisant l'évacuation. Par exemple, s'il y a un incendie devant une issue, ils redirigeront les passagers vers une autre. Évite d'emporter des déodorants en spray ou de la mousse à raser dans ton bagage à main. Ces deux produits ont tendance à exploser en plein vol et ne sont donc pas autorisés à bord. Il est préférable d'opter pour des déodorants en stick. Les batteries externes ne doivent pas non plus se trouver dans les bagages enregistrés. Et si tu veux en emporter une à bord, sa capacité ne doit pas dépasser les 20 000 mAh par heure. En outre, tu ne dois pas les utiliser pendant le vol, car elles risquent de prendre feu. En général, les piles au lithium peuvent être utilisées en toute sécurité, mais comme elles sont très puissantes, elles peuvent s'enflammer si elles ne sont pas traitées avec soin, si elles sont mal utilisées ou s'il y a un défaut de fabrication. De telles piles ont été à l'origine de plusieurs incendies à bord d'avions, ainsi que lors de manipulations au sol. Ne t'inquiète pas des scanners dans les aéroports. Ils ne sont pas dangereux pour la santé, sinon les employés des aéroports ne pourraient pas s'en approcher sans porter de vêtements spéciaux. Même lorsque tu passes devant un scanner à bagages, le risque est minime. Et pour finir, ne te comporte pas mal à bord. Aie une attitude respectueuse envers le personnel et les autres passagers. Et aussi, n'essaie jamais de faire atterrir un avion tout seul. Ce n'est pas une blague. Dans les films, on voit parfois le personnage principal prendre les commandes de l'avion à la place des pilotes. Malheureusement, c'est presque impossible dans la vie réelle. Même si une personne est très douée, qu'elle aime les simulateurs informatiques très fidèles à la réalité et qu'elle est prête à suivre toutes les instructions depuis le sol, elle risque d'échouer à cause d'un simple facteur, le stress. Il est vrai qu'il y a eu quelques cas où des amateurs ont fait atterrir de petits avions privés après l'incapacité d'un pilote. Mais il n'y a jamais eu de cas où un non-pilote a fait atterrir un avion de ligne. Ça n'existe que dans les films. Tout le monde aime les vacances, mais décider quoi mettre dans ta valise peut être une tâche décourageante, surtout quand tu es limité par le poids et l'espace. Sans compter que tu feras probablement quelques achats de souvenirs pendant ton aventure loin de chez toi. Tu auras donc besoin d'un espace supplémentaire à ton retour pour tous ces objets. Accumuler trop de poids ou de volume peut finir par te coûter cher auprès de la compagnie aérienne si tu n'es pas correctement préparé. Mais tu peux maintenant te détendre et te concentrer sur la réservation de tes vacances. Nous nous occupons de la partie bagages avec ces conseils pratiques de voyage. Il ne fait aucun doute que tes vêtements vont occuper la majeure partie de ta valise, sachant que la plupart des compagnies aériennes autorisent un bagage pour la plupart des vols courts et jusqu'à 2 bagages pour les vols longue distance. Cela ne te laisse pas beaucoup d'espace si tu prévois d'être à la mode pendant ton escapade, surtout en hiver. Cependant, cela ne signifie pas non plus que tu doives remettre tes sous-vêtements à l'envers pour les utiliser plus d'une fois. La clé ici est d'être astucieux avec la façon dont tu ranges ta valise. Tout d'abord, tu peux réfléchir à la façon dont tu vas plier tes vêtements. La méthode la plus efficace pour faire entrer ta garde-robe dans une valise est de rouler chaque article. Pense à tes vêtements comme à ces sacs de couchage que tu emportais pour aller faire du camping. Ils semblaient toujours trop épais pour leur housse compacte, mais avec de la persévérance, tu réussissais à les enrouler suffisamment serrés pour qu'ils tiennent à l'intérieur. Tu n'as même pas besoin de forcer autant avec tes vêtements, mais le même principe s'applique ici.
Commence par plier soigneusement tes chemises, tes pantalons et tout ce que tu prévois d'emballer, comme tu pourrais les trouver dans un magasin de vêtements. Puis lorsque tu les as mis dans une forme relativement rectangulaire ou carrée, roule-les bien serrés. Maintenant que tu as tes petites bûches de vêtements, commence à les emballer dans ton sac. Et voilà, tu as de l'espace supplémentaire. Voici une expérience que nous avons tous vécue en arrivant sur notre lieu de vacances. Nous laissons tomber notre valise sur le lit de l'hôpital, nous l'ouvrons pour découvrir tous nos vêtements déroulés et éparpillés comme si une tornade avait traversé notre valise. Ton bagage a fait un voyage difficile de chez toi à ta destination de vacances. Il a été traîné dans les terminaux d'aéroport, ballotté par les bagagistes et balancé d'avant en arrière pendant les turbulences en vol. Un simple article de papeterie qui n'est autre que les élastiques t'aidera à garder tes vêtements bien rangés. Maintenant que tu les as enroulés, mets quelques élastiques tout autour pour les empêcher de se déplier. Voici une astuce particulièrement utile si tu veux rouler une tenue en un seul morceau. Tu as peut-être un ensemble en jean que tu as hâte de porter lors de ton escapade. Plie tes vêtements comme précédemment, puis superpose les différents éléments de ta tenue idéale. Roule-les comme un tout, puis utilise les élastiques pour les maintenir ensemble. Tu peux prévoir tes tenues de chaque jour avant même de monter dans l'avion. Toutefois, tu préfères peut-être plier certains vêtements, surtout les chemises élégantes et les pantalons de travail. Heureusement pour toi, nous avons une astuce pour cela aussi. Au lieu de plier chaque article individuellement, étale-les tous les uns sur les autres. Commence par tes chemises et tes hauts en alternant un à l'endroit et un à l'envers et en gardant le col de tes chemises au centre. Passe ensuite aux pantalons et aux articles plus petits jusqu'à ce qu'ils soient tous disposés à plat. Essaye de garder tes pantalons au milieu. Enfin, commence à plier tes articles sur eux-mêmes, les chemises créant la couche extérieure jusqu'à ce que tu obtiennes un joli paquet soigné comme un cadeau. Tu devrais pouvoir placer ton paquet bien droit dans ton sac. Tu veux gagner encore plus d'espace dans tes bagages? Au lieu de mettre tes sous-vêtements et tes chaussettes dans leur propre section, essaye de les placer dans les espaces et les interstices disponibles dans le reste de tes affaires. Si tu prévois d'emporter une casquette par exemple, l'intérieur de ton couvre-chef est un excellent espace pour ranger tes chaussettes. Cela s'applique aussi à d'autres petits articles, comme les chargeurs et les cravates. Mais n'oublie pas que tu peux aussi poser tes cravates et tes ceintures à plat sur les vêtements, dans ta valise, pour gagner de la place. Et si tu es vraiment limité par la taille du bagage, disons que tu n'as qu'un bagage à main pour un voyage de 2 semaines, voici une autre méthode. Procure-toi des sacs de compression pour ranger tes vêtements. Ces sacs permettent de compacter plusieurs ensembles de vêtements dans la taille d'une petite pochette d'ordinateur portable. Plie les vêtements que tu as l'intention d'emporter et range-les dans le sac de compression. Tu devrais pouvoir y mettre 8 à 10 vêtements standards ou quelques vêtements encombrants. Une fois que tu as rempli le sac, ferme-le et expulse l'air par la valve de pression unidirectionnelle intégrée. Le moyen le plus simple de le faire est de le rouler. Tu sais comment faire maintenant, ou d'appuyer dessus avec tes genoux. Tu devrais pouvoir faire entrer 2 à 4 de ces sacs de compression dans un bagage à main standard, ce qui est particulièrement utile si tu veux économiser de l'argent en évitant les bagages enregistrés. Tu peux emporter encore plus de vêtements à bord avec toi si tu les mets dans une tête d'oreiller. Le plus beau dans cette astuce est que cela te servira aussi d'oreiller confortable sur lequel tu peux reposer ta tête pendant le vol. Si tu as un peu plus d'espace à disposition, les cubes d'emballage sont un autre excellent moyen de garder tes affaires organisées. Ce n'est peut-être pas aussi efficace en termes d'espace que les sacs de compression, mais beaucoup de voyageurs les préfèrent à un emballage plus ordonné. Tu peux les diviser par tenue ou type de vêtements, par exemple un pour les pantalons et un pour les hauts. Tu peux facilement acheter des cubes d'emballage sur la plupart des sites de vente en ligne et dans les magasins de voyage et de camping. Il existe aussi des cubes d'emballage spécialement conçus pour une ou plusieurs paires de chaussures. C'est un excellent moyen de compacter l'espace que tes chaussures prendraient autrement dans tes bagages et d'empêcher tes vêtements propres d'entrer en contact avec elles. Personne ne souhaite que ses vêtements sentent les pieds, n'est-ce pas? Si tu as encore du mal à emporter tous tes articles dans ta valise, il existe quelques autres astuces que tu peux utiliser pour obtenir ce petit espace supplémentaire sans coût additionnel. La plus évidente est d'utiliser ton propre corps avec la technique des couches. Choisis tous les articles encombrants et porte-en autant que tu peux sur toi. Tu peux essayer de porter un short sous ton pantalon ou plusieurs couches de tes vêtements d'hiver, comme ton pull, ta veste et ton manteau superposés les uns sur les autres. Tu vas peut-être transpirer un peu, mais la plupart des aéroports et des avions sont bien climatisés et tu peux toujours te débarrasser de quelques couches une fois que tu as embarqué dans l'avion. Au moins, tu auras des vêtements chauds dans lesquels te blottir si tu as froid pendant le vol. Si tu ne veux pas porter toutes ces couches,
il existe un autre type de sac que tu peux emporter gratuitement dans l'avion. Procure-toi un ou plusieurs sacs Duty Free dans l'un des magasins de l'aéroport. Tu peux même les garder pour la prochaine fois. Range tous tes articles supplémentaires dans ton sac Duty Free et emporte-le sur ton vol sans frais supplémentaires. Cela vaut aussi la peine de réfléchir au type de bagage que tu utilises et surtout à son poids. Beaucoup de gens oublient que le poids standard de 7 kg autorisé par la plupart des compagnies aériennes comprend le poids de leur bagage à vide. Or, ce bagage peut souvent peser jusqu'à 2 à 3 kg, soit une grande partie du poids autorisé rien que pour le contenant. Alors, quand tu achètes ton bagage, prends en compte son poids. En choisissant un sac plus léger, tu auras plus de poids pour les articles que tu veux emporter. Tiens-toi à certains de ces conseils pratiques et tu ne manqueras pas d'espace ni d'argent pour tes vacances. Bon voyage! Les lettres SSSS sur ta carte d'embarquement constituent-elles une raison de t'inquiéter? Qu'est-ce qui est beaucoup plus dangereux que les turbulences? Faut-il essayer d'être le premier à monter dans l'avion? Tu es sur le point de le découvrir. Tu as peut-être remarqué que la plupart des avions ont des sièges bleus. Il n'y a pas de mystère. Les compagnies aériennes choisissent cette couleur car elle est considérée comme ayant un effet calmant. Cette couleur est censée mettre les passagers à l'aise et aider même les voyageurs les plus nerveux à se détendre. Mais il y a aussi une autre raison plus pratique. Les taches, la saleté et les traces sont moins visibles sur un tissu bleu foncé. Ne jette jamais ta carte d'embarquement dans un lieu public. Elle contient des tonnes d'informations sensibles te concernant, notamment ton nom et ton numéro de voyageur fréquent. Ces informations peuvent permettre à quelqu'un d'autre de consulter tes futures réservations, de changer ton siège, voire d'annuler tes vols. La meilleure façon de gérer la carte d'embarquement d'un vol que tu as déjà pris est donc de l'emporter chez toi et de la passer dans une broyeuse à papier. À propos, si tu vois les lettres SSSS ou S sur ta carte d'embarquement, prépare-toi à des contrôles de sécurité supplémentaires. Au lieu de ces lettres, il peut y avoir un motif damier. Quoi qu'il en soit, si tu as l'une de ces marques, ton bagage à main peut également subir une inspection approfondie. Mais pourquoi pourrait-il te choisir toi pour un contrôle secondaire? Certains de ces critères sont de faire une réservation pour un aller simple ou de payer ton billet en espèces. Dans certains cas, la sélection est aussi totalement aléatoire. Regarde, ta porte est ouverte et l'embarquement a commencé. Attends, où vas-tu en courant? Inutile de te dépêcher. L'astuce des globetrotters expérimentés est de toujours embarquer en dernier. D'abord, tu ne perds pas de temps à faire la queue. Ensuite, il y a moins de gens sur la passerelle et dans l'allée. Et tu passes finalement moins de temps dans l'avion. De toute façon, personne ne va prendre ta place, tu sais. Cependant, il y a une exception. Si tu as un bagage à main volumineux, il peut être plus judicieux de ne pas embarquer en dernier. Sinon, il y a de fortes chances que tout le compartiment à bagages soit occupé avant que tu arrives à ton siège. Ton bagage pourrait alors se retrouver dans une autre partie de l'avion et tu devras attendre que les autres passagers débarquent avant de pouvoir le récupérer. Flûte! Avant le décollage et l'atterrissage, les agents de bord actionnent généralement un petit interrupteur sur la porte des toilettes. Cela l'empêche de s'ouvrir quand elle n'est pas censée le faire. Avec la même facilité, un agent de bord peut ouvrir la porte lorsque quelqu'un se trouve à l'intérieur. Il suffit de soulever le panneau toilette et de mettre la poignée en position déverrouillée. Les pilotes ne se soucient pas franchement des turbulences. C'est parce qu'ils savent qu'il existe une chose bien plus dangereuse que n'importe quelle turbulence. Les courants ascendants. Dans la plupart des cas, les turbulences te font chuter de quelques mètres seulement, même si tu as l'impression de tomber de l'Empire State Building. Si la turbulence est suffisamment forte pour que les pilotes demandent aux hôtesses de l'air de s'asseoir, l'avion peut descendre de 3 à 6 mètres. Mais en fait, les turbulences les plus extrêmes et les plus violentes sont très rares. Un courant ascendant, lui, est une grande masse d'air, faisant partie d'une tempête ou d'un autre phénomène météorologique qui se déplace vers le haut. Or, les pilotes ne voient pas les courants ascendants sur leur radar la nuit. Et lorsqu'un avion en rencontre un, c'est comme s'il roulait sur un énorme dodan à 800 km/h. Un courant ascendant est également extrêmement dangereux, car il peut pousser un avion vers le haut à des altitudes dangereuses. Les avions modernes sont équipés d'un système spécial qui détecte les autres avions, les montagnes et différents objets solides sur leur trajectoire. À 16 km d'un autre avion, et une voix dans le cockpit commence à répéter « Trafic, trafic ». 8 km de plus et la même voix commence à donner des instructions aux pilotes. Les avions peuvent fonctionner avec un seul moteur, même pendant le décollage et l'atterrissage.
Une panne simultanée des deux moteurs est presque impossible à imaginer. Mais dans ce cas, un avion ne tomberait pas du ciel comme une pierre. Les pilotes auraient jusqu'à 20 minutes pour trouver un endroit approprié pour atterrir. La façon dont la cabine est pressurisée a un effet important sur tes papilles gustatives. Tu perds jusqu'à 30% de ta capacité à goûter les choses sucrées et salées. En d'autres termes, ce n'est pas que les aliments servis dans les avions ne sont pas goûteux, mais tu ne ressens pas leur saveur. C'est aussi la principale raison pour laquelle les sociétés de catering des compagnies aériennes ajoutent du sel et des épices aux plats qu'elles préparent. Mais tu sais ce qui pourrait t'aider ? Des écouteurs anti-bruit. Pour une raison mystérieuse qui a probablement une explication scientifique, le fait de couper tout le bruit environnant peut aider tes papilles gustatives. Chacun de ces dings que tu entends pendant le vol a aussi sa propre signification. Dans la plupart des compagnies aériennes, un boom peu après le décollage indique que le train d'atterrissage est en train de se rétracter. 3 dings consécutifs signifient qu'il y a plus d'urgence qu'un seul. Une sonnerie aiguë informe les membres de l'équipage que leurs collègues ont besoin d'eux dans une autre partie de l'avion. 3 sonneries basses signifient qu'il y a de sérieuses turbulences à venir. Les membres de l'équipage sont censés ranger les chariots de repas, prendre place et attacher leur ceinture. Si tu es un passager nerveux, choisis un siège au milieu de la cabine. Les turbulences affectent principalement les parties avant et arrière de la cabine. La partie centrale qui se trouve au-dessus des ailes ne tremble pas autant. Les pilotes et les copilotes prennent des repas différents. La raison de cette précaution est très simple. Imagine que les deux pilotes mangent le même plat et qu'ils aient une intoxication alimentaire. Dans ce cas, aucun des deux ne sera capable de contrôler l'avion. S'ils veulent toujours avoir le même plat et ne veulent pas accepter de prendre autre chose, il y a un filet de sécurité. Les pilotes ne prennent pas leur repas en même temps. Si un pilote a mangé le plat et se sent toujours bien plusieurs heures plus tard, l'autre pilote peut lui aussi prendre son repas. Que dirais-tu si on te demandait quel est l'endroit le plus dégoûtant dans un avion ? Non, ce n'est pas le siège des toilettes. Ce n'est même pas dans les toilettes. Les hôtesses de l'air recommandent de faire particulièrement attention aux appuis-têtes, aux pochettes des sièges, aux tablettes et aux ceintures de sécurité. Des expériences ont montré qu'un tiers de toutes les ceintures de sécurité sont couvertes de champignons et de moisissures. La plupart des tablettes sont couvertes de bactéries. Les poches des sièges sont également très sales. Mais les appuis-têtes sont les plus sales de tous. Dans la plupart des cas, les agents de bord n'ont pas le temps de les changer ou de les désinfecter entre les vols. Si le commandant de bord annonce qu'il est en train de terminer des formalités administratives, cela signifie qu'il est occupé à réviser l'itinéraire du vol ou à attendre que le personnel au sol prépare le carnet de vol. Il s'agit d'un journal qui contient le compte-rendu officiel d'un voyage. Certains avions, en particulier les longs courriers, disposent de chambres secrètes où les membres d'équipage peuvent se reposer. Ces chambres, appelées compartiments de repos de l'équipage, sont situées à l'arrière de l'avion ou derrière le cockpit. Un tel compartiment peut compter jusqu'à 10 lits confortables où les agents de bord peuvent se reposer. Les fenêtres de l'avion sont fabriquées en plexiglas super résistant qui peut supporter facilement des vitesses élevées. Les vitres ont une forme spéciale, de sorte que la pression élevée à l'intérieur de la cabine les pousse contre le fuselage de l'avion. En d'autres termes, les fenêtres d'avion ont vraiment très peu de chances de se casser. Autrefois, les fenêtres d'avion étaient carrées, mais la pression s'accumulait dans les coins de ces fenêtres, ce qui en faisait des points faibles par excellence. Cela signifie que chaque fenêtre carrée avait 4 points faibles. Ils étaient donc susceptibles de s'écraser sous l'énorme pression des hautes altitudes. Heureusement, la conception de fenêtres d'avion incurvées a résolu ce problème une fois pour toutes. Cette forme répartit la pression et réduit la probabilité de fissure ou de tout autre dommage. Les avions sont régulièrement frappés par la foudre, au moins une fois par an ou une fois par 1000 heures de vol. De nos jours, c'est totalement sûr. La charge électrique traverse simplement la coque en aluminium de l'avion. Elle ne cause aucun dommage à l'avion. Mais savais-tu que les avions ne sont pas seulement frappés par la foudre, mais qu'ils la déclenchent également ? Lorsqu'un avion traverse un nuage, la friction entre son fuselage et l'air crée de l'électricité statique. Et parfois, cela peut provoquer des éclairs. La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes où les repas destinés aux passagers sont préparés pour différentes compagnies aériennes. Et comme ces ô combien délicieux repas doivent être concoctés environ 6 à 10 heures avant chaque vol, les cuisines doivent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
De plus, le menu de ton vol est généralement conçu jusqu'à 1 an en avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient compte et elles font très attention à ce qu'elles dépensent. Par exemple, American Airlines a réussi à économiser 40 000 $ par an à partir de 1987 en retirant une seule olive dans chacune des salades servies sur ses vols. Si tu as une longue escale entre 2 vols, te rendre à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas toujours l'option la plus économique. Il y a une bien meilleure astuce. Vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vante un accès de 24 heures dans son lounge ou son salon VIP. Dans la plupart des cas, tu y trouveras des collations et des boissons gratuites, mais tu pourras aussi utiliser des cabines de douche gratuites et des chambres pour te reposer à un prix très abordable. Il existe un terme pour désigner les 60 premières minutes qui suivent l'enregistrement, l'heure dorée. C'est le moment où les passagers dépensent statistiquement le plus d'argent dans les magasins et les zones duty-free des aéroports. Et installer les sièges les plus confortables dans ces zones situées juste en face des magasins est une astuce pour te pousser à faire du shopping. Quand on est assis sur un siège confortable devant une enseigne ou une belle vitrine, on est vite tenté. Si tu as toujours voulu savoir ce qui arrive à tes bagages pendant que tu es à bord de ton avion, la réponse courte est que le personnel de l'aéroport n'en sait pas plus que toi. Car une fois que tu as quitté leur zone de compétence, ils ne se soucient plus vraiment de ta valise. Désolé. Les bagages sont triés automatiquement. Des machines scannent les codes barres et font le tri en fonction de la destination. Les 3 tâches des préposés aux bagages d'un aéroport sont 1. De faire passer tes sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement. 2. De les faire passer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance. Et 3. De faire passer tes sacs de l'avion à la zone de retraite des bagages. Et c'est tout. Donc si ton bagage n'avance pas assez vite, il pourra être en retard pour ta correspondance. Ou à l'inverse, ton sac pourra arriver à ta destination avant toi si tu es coincé au contrôle des passeports. Un autre problème peut survenir si tu oublies de déchirer les vieux autocollants indiquant une destination différente. Dans ce cas, le scanner pourrait envoyer ton bagage dans le mauvais pays. Tu arrives à l'aéroport, impatient de passer quelques semaines loin du travail et de tes problèmes quotidiens. Tu gares ta voiture sur le parking, puis tu découvres que ça va te coûter une petite fortune de laisser ton véhicule sur place pendant tes vacances. Mais pourquoi est-ce si cher ? En fait, le parking d'un aéroport est une entreprise comme une autre. Le terrain sur lequel ces parkings sont construits, la construction du parking lui-même, l'entretien de l'ensemble une fois qu'il est en service, tout cela coûte une belle somme d'argent. Et il faut bien que quelqu'un paie pour cela, bien sûr. De plus, il n'y a rien de plus pratique que de pouvoir se garer juste à côté d'un aéroport. Et ce privilège ajoute encore au coût final. Si tu ne souhaites pas dépenser une telle somme pour un peu de confort supplémentaire, mieux vaut prendre un taxi. On prend souvent les traînées de condensation que les avions produisent à haute altitude pour des gaz d'échappement, mais la plupart du temps, il ne s'agit que de vapeur d'eau. Pendant un vol, l'humidité de l'air s'accumule dans les moteurs avant d'être évacuée. L'air chaud et humide qui sort des moteurs se mélange à l'air frais et sec présent dans les hauteurs, ce qui donne ces longues et fines traînées blanches. C'est l'humidité qui détermine la formation de ces traînées de condensation ainsi que leur persistance. S'il fait déjà humide là-haut, alors il y a davantage d'eau et les traînées de condensation sont plus visibles. Et s'il fait froid, les gouttelettes peuvent se transformer en glace et la traînée persiste beaucoup plus longtemps. Si quelqu'un parvenait à ouvrir la porte d'un avion en plein vol, il serait immédiatement aspiré hors de l'appareil par le changement soudain de pression. Cela pourrait également causer de graves dommages à l'avion lui-même. Heureusement, c'est presque impossible. La porte d'un avion de ligne s'ouvre vers l'intérieur et la pression de la cabine la pousse vers l'extérieur. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur rend impossible l'ouverture de la porte. Il peut sembler étrange que le personnel de bord se soucie de savoir si les volets de tes hublots sont relevés ou baissés. C'est principalement pour que les yeux des passagers puissent s'adapter à la luminosité extérieure. La plupart du temps, c'est simplement pour faire en sorte que les passagers embarquent et débarquent le plus rapidement possible. Mais en cas d'urgence, il est important que les passagers n'aient pas à s'habituer à la lumière avant de pouvoir évacuer l'avion. L'autre raison pour laquelle les volets doivent demeurer ouverts lorsque l'avion est sur le point de décoller ou d'atterrir, c'est que l'équipe au sol doit être en mesure de voir s'il y a un problème à bord. Par exemple, s'il y a un incendie dans la cabine, cette équipe le remarquera immédiatement et agira au plus vite. Si les volets sont abaissés, ils risquent de ne pas voir ce qui se passe et mettront plus de temps à secourir les passagers et l'équipage.
Tu as déjà remarqué les chiffres au bout de la piste de décollage? Ils sont utilisés pour que les pilotes sachent dans quelle direction se trouve leur avion. Par exemple, le chiffre 36 correspond à un cap de 360 degrés ou plein nord. En plus des chiffres, les lettres R et L indiquent si la piste la plus proche est à droite, R, ou à gauche, L. Tous les avions de ligne dans lesquels tu voyages n'ont qu'une seule aile. C'est vrai, les ailes gauche et droite sont en fait les deux parties d'une seule aile. Les premiers avions étaient appelés biplans parce qu'ils avaient deux ailes, une sur le dessus et l'autre au-dessous du fuselage. Elles étaient reliées par des entretoises et des câbles, ce qui formait une sorte de boîte qui permettait à l'engin de ne pas se désagréger dans les airs. Cela était nécessaire à cette époque où les avions volaient à des vitesses plutôt faibles. Mais lorsque les moteurs ont gagné en puissance, la deuxième aile est devenue superflue. L'aile unique sert de support à l'ensemble de la structure. En regardant par le hublot situé près de l'aile de l'avion, tu verras un petit crochet double de couleur jaune. Cela semble étrange car on penserait que ça pourrait nuire à l'aérodynamisme. Mais en fait, il est là pour ta sécurité. En cas d'atterrissage d'urgence, on utilise ces crochets pour fixer les cordes qui permettent aux passagers de sortir de l'avion par les ailes. Si ces dernières sont glissantes, la corde te sera très utile. Tu ne tomberas pas en descendant. Il existe plusieurs courants d'air extrêmement rapides dans les hauteurs de l'atmosphère de notre planète. Leurs trajectoires sont sinueuses, mais leur débit est plus ou moins constant, ce qui permet aux avions de ligne de les utiliser. Lorsqu'un avion s'approche d'un courant de jet, il peut s'adapter à sa direction et voler beaucoup plus vite, propulsé par le flux d'air. De nombreuses compagnies aériennes utilisent ces courants afin de réduire les dépenses en carburant et rendre les voyages en avion encore plus rapides. Les nuages, en particulier les nuages d'orage, peuvent indiquer qu'une zone de turbulence est en vue. Mais il arrive parfois que des turbulences se produisent dans un ciel clair. Alors l'avion descendra de quelques mètres et se mettra à trembler sans aucun avertissement. Cela se produit lorsque deux masses d'air viennent se heurter à très grande vitesse. Et c'est absolument invisible, donc les pilotes ne peuvent pas savoir quand cela va avoir lieu. Les chances de se retrouver dans une telle zone de turbulence sont plus élevées à basse altitude, au-dessus des chaînes de montagnes et près des courants de jet. Normalement, quand un avion a été frappé par la foudre, il est envoyé en inspection immédiatement après l'atterrissage, mais il terminera son vol sans aucun problème de sécurité. Le fuselage conduit assez bien l'électricité, et comme avec un paratonnerre, la foudre frappera le plus souvent l'une des extrémités de l'avion, soit l'une des ailes, soit le nez de l'appareil. Le courant cherchera ensuite la terre, mais ne la trouvera pas et sortira finalement par la queue. L'électricité glisse sur la surface de l'avion au lieu de pénétrer à l'intérieur. Les personnes à bord sont donc à l'abri de ces effets. Cependant, la foudre étant un phénomène puissant, il se peut que l'extérieur de l'avion soit un peu endommagé. De nombreux aéroports ont des moquettes dans leur zone d'embarquement. Ce petit élément de confort s'accompagne généralement de quelques autres. Des plafonds plus bas, des sièges confortables et un éclairage naturel agréable. Tout cela coûte plus cher aux aéroports et les moquettes ne sont pas aussi faciles à nettoyer que les sols durs. Mais elles créent une sensation agréable pour les passagers qui attendent leur vol, ce qui les rend plus détendus. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'un geste de bonne volonté de la part des aéroports. Selon des recherches comportementales, les passagers apaisés sont 7 à 10% plus susceptibles de faire du shopping et d'acheter réellement quelque chose dans la zone duty-free. Donc en investissant dans le confort des passagers, les aéroports augmentent en fait leurs revenus. Si tu as toujours voulu savoir ce qu'il advient de ton bagage lorsque tu es à bord de l'avion, la réponse courte est que le personnel de l'aéroport ne le sait pas une fois qu'il a quitté son territoire et qu'il ne s'en soucie probablement pas. Désolé de te le dire. Les scanners lisent le code barre et trient les bagages automatiquement en fonction de leur destination. Les 3 principales tâches des bagagistes de l'aéroport sont de déplacer les sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement, de les déplacer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance et de les déplacer de l'avion à la zone de récupération des bagages. Et c'est tout. Donc si tes bagages ne se déplacent pas assez vite, ils peuvent être en retard pour ton vol de correspondance. Ou à l'inverse, ton bagage peut arriver à ta destination avant toi parce que tu es bloqué au contrôle des passeports. Un autre problème peut survenir si tu oublies d'enlever une ancienne étiquette indiquant une destination différente. Dans ce cas, le scanner pourrait envoyer ton bagage dans le mauvais pays.
La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes, où sont confectionnés les plateaux repas destinés aux passagers. Ces cuisines préparent généralement des aliments pour différentes compagnies aériennes en même temps. Et comme cette nourriture d'avion si savoureuse doit être cuisinée environ 6 à 10 heures à l'avance, les cuisines fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le menu de ton vol est élaboré jusqu'à 1 an à l'avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient compte et fait augmenter les dépenses. D'ailleurs, fait intéressant, une compagnie aérienne a réussi à économiser 40 000 $ après avoir retiré une seule olive de chaque salade qu'elle servait sur ses vols. Le personnel de l'aéroport demande parfois aux passagers de se frotter les mains sur un morceau de tissu avant de le mettre dans une machine spéciale. Cela peut sembler bizarre, mais c'est totalement inoffensif. Il s'agit simplement d'un contrôle de routine effectué par une machine appelée atomiseur. Avant que leur journée de travail ne commence, les employés mettent des échantillons de produits chimiques dangereux dans la machine. La machine mémorise ces odeurs et au cas où les mains d'une personne exhalent ces produits chimiques, elle alerte le personnel de l'aéroport. Tu as certainement déjà vécu ce qui suit. Tu arrives au contrôle de sécurité et soudain, il s'avère que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main. Mais ne t'inquiète pas, tous les objets saisis lors de l'inspection avant le vol peuvent être conservés à l'aéroport jusqu'à 3 mois. En plus de cela, tu as la possibilité de te les faire envoyer par courrier à n'importe quelle adresse. Les objets saisis par la sécurité et qui n'ont pas été réclamés peuvent aussi être vendus lors de ventes aux enchères spéciales et sont livrés dans le monde entier. Si tu as une longue escale entre 2 vols, aller à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas l'option la plus économique. Il y a une bien meilleure astuce. Vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vend un accès 24 heures sur 24 au salon VIP. Dans la plupart des cas, tu peux y trouver des collations et des boissons gratuites et utiliser des cabines de douche et des salles de repos gratuites à un prix très abordable. Dans les aéroports à plusieurs terminaux, recherche les passages souterrains reliant les terminaux que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas. Par exemple, à l'aéroport de Francfort en Allemagne, il y a un tunnel piétonnier entre le terminal 1 et le terminal 2 qui est surtout utilisé par les employés car les passagers ne sont tout simplement pas au courant de son existence. Il existe un terme pour les 60 minutes qui suivent la fin de l'enregistrement, l'heure d'or. C'est le moment où statistiquement, les passagers dépensent le plus d'argent dans les magasins et les zones hors taxes de l'aéroport. Et le fait de placer les sièges les plus confortables de ces zones juste en face des magasins est une autre astuce pour t'attirer à faire du shopping. Admettons-le, s'asseoir dans un fauteuil confortable tout en regardant une enseigne ou une vitrine peut être tentant et c'est exactement ce que les aéroports veulent que tu ressentes. Si ton vol est surbooké et que tu ne peux pas prendre l'avion à l'heure prévue, ne te précipite pas pour accepter le premier bon qu'on te propose en guise de compensation. Normalement, les compagnies aériennes font monter les enchères jusqu'à ce qu'elles aient suffisamment de volontaires qui renoncent à leur place. Et si elles ne le font pas et que tu as été refusé involontairement, tu peux insister pour obtenir un remboursement en espèces à la place. En fonction du prix de ton billet et de l'heure de ton retard, tu pourrais avoir droit à un montant allant jusqu'à 1 300 €. La plupart des aéroports engagent des experts appelés profileurs. Ces personnes pratiquent ce qu'on appelle la spot ou technique d'inspection des passagers. Par observation, ils analysent soigneusement les expressions faciales, les gestes et le comportement afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété comme les personnes qui se mordent les lèvres, se démangent ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne se comporte de manière étrange, il peut l'inviter à une inspection plus poussée durant laquelle il va l'interroger pour essayer d'en savoir plus sur elle. Les profileurs travaillent à la fois dans les halls principaux et au contrôle des passeports. La question typique qu'ils posent est « Quel est le but de votre visite ?» Ils vérifient ensuite la réaction de la personne à cette question. Peu importe à quel point un passager est réservé, s'il a quelque chose à cacher, les agents le découvriront grâce aux plus petits indices dans son attitude. Avant même que tes bagages ne montent dans l'avion, ils passent par 5 niveaux de sécurité. Et l'un d'entre eux, en plus de scanner le contenu, comprend un contrôle par un chien capable de renifler des produits chimiques dangereux. C'est bien connu, le nez d'un chien est bien plus puissant que celui de n'importe quel humain. En fait, les chiens distinguent les odeurs de 10 000 à 100 000 fois mieux que les gens. Pas étonnant que les aéroports profitent de ce super sens pour la sécurité et utilisent régulièrement ces chiens renifleurs pour détecter des substances suspectes. En plus, tu ne pourras même pas distinguer un chien de détection d'un chien normal. Contrairement aux chiens policiers, ceux qui travaillent dans les aéroports ne sont pas dressés pour effrayer ou intimider les gens. Les races de renifleurs les plus populaires sont les Golden Retrievers, les Labradors et les Braques allemands.
Charger ton téléphone à un endroit spécialement désigné peut sembler pratique, mais ce n'est pas forcément sans danger. Si la station de recharge ne te permet de brancher que ton cordon en USB, tu risques d'avoir un logiciel malveillant installé sur ton téléphone sans que tu t'en aperçoives. La seule façon sûre de charger ton téléphone ou ta tablette est de trouver une prise électrique murale et de l'utiliser avec ton propre chargeur. Il en va de même pour le Wi-Fi gratuit des aéroports. En dehors du fait que les aéroports te demandent le plus souvent de t'authentifier, quelqu'un peut facilement accéder à tes données lorsque tu utilises un hotspot Wi-Fi non protégé. Il est plus sûr d'utiliser tes données mobiles. Mais si tu dois absolument utiliser le Wi-Fi de l'aéroport, efface ou crypte toutes tes informations importantes sur ton appareil. Il peut être exaspérant de devoir sortir ton ordinateur portable de ta valise à chaque fois au contrôle de sécurité. Mais le personnel de l'aéroport a besoin de bien voir ton appareil pour s'assurer que rien n'est caché à l'intérieur. Sur l'écran d'un scanner à rayon X, un ordinateur portable ressemble à un objet semi-transparent avec un disque dur, un lecteur de CD et autres composants clairement visibles. Mais les agents de sécurité ne peuvent pas voir ce qui se trouve derrière certaines de ces pièces. Par exemple, une batterie dense est plutôt volumineuse. Les gens ont tendance à choisir la file de sécurité la plus proche d'eux. Si cette file s'avère être bondée, regarde simplement autour de toi après le contrôle des pièces d'identité et des billets. Tu verras peut-être un autre point de contrôle avec beaucoup moins de monde. Certains points de contrôle de l'aéroport sont situés aux confins du terminal et les passagers ne les remarquent pas. Faire une demande de pré-contrôle de sécurité peut être un grand gain de temps pour voyager à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Être membre de ce programme présente de grands avantages. Tout d'abord, le passage de la sécurité et du contrôle des passeports est plus rapide. Si tu as opté pour le pré-contrôle, tu n'auras pas à enlever tes chaussures, à retirer ta ceinture ou à placer des objets comme les liquides et ton ordinateur portable dans des bacs spéciaux. Si tu ne prends pas l'avion depuis ou vers les États-Unis, tu peux chercher des services similaires disponibles dans ton pays. Si tu voyages en classe économique, mais que tu n'aimes pas ça, d'ailleurs qui aime ça, enregistre-toi en ligne et vérifie les options de siège environ 4 jours avant ton vol. C'est à peu près à ce moment-là que les compagnies aériennes commencent à surclasser les sièges et tu pourrais obtenir un surclassement en classe d'affaires pour une somme modique ou parfois même gratuitement. Tu peux aussi demander un surclassement lorsque tu es déjà à l'aéroport. La plupart des gens oublient cette possibilité ou s'en moquent tout simplement. Alors, tente ta chance. Vous faites erreur sur la personne? Je suis juste un commercial qui revient de sa tournée annuelle en Europe. L'agent des douanes sort un énorme morceau de fromage français de ton bagage à main. Il s'avère que tu ne peux emporter que de très petites quantités de fromage à pâte molle à bord, car c'est considéré comme un liquide. Fait amusant, tu peux emporter une râpe à fromage à bord sans problème. Mais tu ne peux pas en râper plus de 100 ml, c'est-à-dire la quantité maximale autorisée. Non, en fait, tu ne peux pas le râper, le fromage doit être emballé en toute sécurité dans un sachet en plastique. Mais bonne nouvelle, le fromage à pâte dure peut être emporté en voyage. Ok, ils t'ont confisqué ton fromage, une grande bouteille d'eau, quelques tubes de crème et autres souvenirs fantaisistes. Regarde ce beau couteau suisse que tu as trouvé à Genève. Il risque maintenant de finir dans une vente aux enchères. Si tu as de la chance, l'aéroport peut proposer un service d'expédition pour faire parvenir tes précieux souvenirs et même le fromage, s'il ne se détériore pas, à ton domicile moyennant des frais. Cependant, tous les aéroports ne le font pas. Ainsi, certains des articles interdits seront mis aux enchères pour récolter des fonds. Les objets confisqués sont généralement vendus en vrac, donc il sera assez difficile de trouver celui que tu as dû laisser derrière toi. Certains autres objets ayant des buts plus spécifiques sont donnés à différentes organisations. Un spray au poivre, par exemple, ira à une école de formation de la police. En ce qui concerne le fromage, les fruits exotiques interdits, d'autres aliments et l'eau, ils sont généralement simplement jetés. Certains articles, surtout ceux qui sont vraiment dangereux, peuvent être simplement fondus ou détruits. Les boules magiques numéro 8 ne présentent aucun danger, mais elles doivent être placées dans ton bagage en soute. Le problème est le liquide qu'elles contiennent. Il se peut qu'il y en ait moins de 100 ml, mais soyons honnêtes, il est difficile de compter le volume exact. Demande à ta boule si tu peux la prendre à bord. Elle te donnera probablement une réponse du type « Ne compte pas là-dessus ». Les semelles en gel sont un peu dérangeantes à bord. Le problème est le même. Il est impossible de mesurer la quantité exacte de liquide. Donc pas de semelles en gel et pas de bougies en gel non plus. Le parfum et le vernis à ongles sont aussi proscrits. Il ne s'agit pas seulement de restrictions concernant les liquides à bord, mais aussi de règles d'étiquette. Certains passagers peuvent être tout simplement allergiques à leur odeur. De plus, ils sont inflammables. Quant au dissolvant pour vernis à ongles, opte pour une version sans acétone, car l'acétone est interdite dans les bagages à main.
Quoi qu'il en soit, tu peux prendre une bouteille de parfum à condition qu'elle ne soit pas trop grande et que tu ne l'utilises pas à bord. Il serait dommage de devoir jeter un flacon entier à la poubelle avant l'embarquement. Tu peux quand même te faufiler dans l'avion avec plus de 100 ml de ta crème préférée en prétendant qu'il s'agit d'un médicament dont tu as vraiment besoin. Mais tu dois en informer l'aéroport au préalable. C'est un peu tordu, mais ça fonctionne. Parfois. Au cas où tu aurais besoin de vérifier ta température corporelle à bord, assure-toi que ton thermomètre est électronique. Ceux au mercure sont strictement interdits. Qui va ramasser toutes les billes de mercure si tu le laisses tomber accidentellement? Les quilles de bowling sont interdites dans les bagages à main. On dirait que l'équipage de l'avion ne veut pas que quelqu'un s'amuse à jouer au bowling dans l'allée pendant un vol long et ennuyeux. En réalité, c'est une question de sécurité. On estime simplement que les quilles de bowling peuvent blesser quelqu'un. Aucun équipement sportif n'est autorisé, que ce soit un fleuret d'escrime, une batte ou même des fléchettes. Les fléchettes sont tranchantes et aucun objet tranchant n'est autorisé à bord. Ces objets doivent voyager dans les bagages enregistrés, sauf si tu veux qu'ils finissent dans une vente aux enchères. Si tu aimes les choses faites à la main et qu'un vol transatlantique te laisse suffisamment de temps pour tricoter une écharpe ou une paire de chaussettes, opte pour des aiguilles à tricoter en plastique ou en bois et emballe-les soigneusement pour ne pas les endommager. Celles en métal seront probablement détruites en les faisant fondre, et elles ne méritent pas un tel sort. Les boules à neige, comme tout autre objet contenant du liquide à l'intérieur, ne sont pas autorisées à passer la sécurité. Si ta boule à neige est aussi petite qu'une balle de tennis, tu auras peut-être la chance qu'elle soit permise, mais il vaut mieux jouer la sécurité et l'enregistrer. L'eau de javel liquide est définitivement un article suspect dans un bagage à main, même si tu voyages en chemise blanche. Premièrement, elle n'est pas autorisée à bord car elle est hautement inflammable. Deuxièmement, une chemise blanche toute neuve ne semble pas être le bon choix pour un vol. Le café et les turbulences ne font pas bon ménage. Troisièmement, les toilettes d'un avion sont bien trop petites pour faire la lessive. Si tu es un coiffeur en voyage d'affaires, tu devras probablement investir un peu plus lors de la réservation de ton prochain vol. Aucun décolorant pour cheveux n'est autorisé à bord. Les ciseaux ne sont pas non plus les bienvenus, sauf si leurs lames font moins de 10 cm. Au fait, les ciseaux confisqués sont souvent donnés à des écoles, ce qui est une bonne alternative à leur destruction. Mauvaise nouvelle encore pour les coiffeurs, en raison de la présence d'une cartouche de gaz remplie de butane, les fers à friser sans fil ne sont pas autorisés à bord. Bonne nouvelle, les fers à friser électriques sont tout à fait sûrs. Si tu es un artiste, tu as déjà dû avoir affaire aux règles de sécurité. Tu ne souhaites pas que ta peinture soit gelée ou abîmée dans la soute à bagages, alors tu voudras sûrement l'emporter à bord. La sécurité peut accepter tes peintures à l'huile tant qu'elles ne dépassent pas 100 ml. Mais il n'y a aucune chance que tu puisses emporter ta térébenthine hautement inflammable. Si tu n'aimes pas la nourriture d'avion et que tu as omis de commander un repas à bord, tu peux prendre n'importe quelle poêle ou casserole à bord et cuisiner toi-même. Non, tu ne peux pas cuisiner et tu ne peux pas non plus prendre une poêle en fonte. Elles sont trop lourdes, c'est pourquoi elles sont susceptibles d'être dangereuses. Si un agent des douanes la confisque, elle ne sera pas donnée à un restaurant local. Elle sera probablement fondue. Si tu veux faire un smoothie bien frais pendant ton vol avec les fruits autorisés à bord, comme une pomme ou une banane, mauvaise nouvelle pour toi. Les blenders ne sont autorisés que si tu enlèves les lames, donc techniquement, ce n'est plus un blender. Et c'est là que ta râpe à fromage entre en jeu. Les Christmas crackers anglais peuvent créer une merveilleuse atmosphère de joie et de bonheur pendant les fêtes de fin d'année, mais ils n'apportent rien d'autre que le désordre à bord. Ils font un bruit de craquement lorsqu'on les tire, ce qui peut effrayer les autres passagers. Ils ne sont pas autorisés dans les bagages enregistrés, pas plus que les canons à confetti et les cierges magiques. Les talons hauts et les semelles épaisses ne sont pas interdits, mais ils causent quelques problèmes. Si tu en portes, on te demandera peut-être de les enlever pour les faire scanner. Bien sûr, tu pourras mettre des couvre-chaussures en plastique, mais les sols de ces aéroports grouillent de microbes. Les robes de mariée sont aussi un problème. Certaines robes ne rentrent tout simplement pas dans l'appareil à rayon X, alors il faudra peut-être les vérifier 2 fois. Si tu es un fan de camping, attention, tu voudras probablement enregistrer un grand nombre de bagages nécessaires à ton voyage, alors n'oublie pas d'enregistrer aussi les piquets de tente. Mais si tu voyages léger avec un simple bagage à main, tu devras probablement en acheter une fois arrivé à destination. Comme ce sont des objets pointus, les piquets de tente ne sont pas autorisés à bord. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un ait une perceuse dans son bagage à main de 2,2 kg. Mais quoi qu'il en soit, elles ne sont pas autorisées. Donc si tu es un bricoleur qui veut rapporter une perceuse comme souvenir de vacances, plutôt que de vulgaires aimants, tu devras l'enregistrer. Si tu veux te faufiler dans un avion avec une glacière pleine de glace carbonique, tu es presque sûr d'échouer. C'est une matière inflammable, donc les règlements de sécurité l'interdisent absolument à bord.
Tu peux apporter jusqu'à 2,5 kg de glace carbonique, mais l'autorisation de la compagnie aérienne est nécessaire. Tout objet avec une lame non couverte n'est pas autorisé à passer la sécurité. En revanche, un rasoir jetable ou des cartouches de lame peuvent être emportés à bord. Les cutters et les couteaux, à l'exception d'un couteau à beurre lisse, doivent être dans les bagages enregistrés. Les pains de savon sont autorisés à bord, mais ne panique pas si un agent des douanes veut vérifier 2 fois ton sac après l'avoir scanné. Il se peut simplement qu'il ait l'air un peu bizarre sur l'écran et qu'il les induise en erreur. Le savon liquide, au contraire, suit la règle universelle des liquides. Les règles pour les piles peuvent varier. Les piles renversables de 100 ml ne sont autorisées ni dans les bagages à main, ni dans le bagage enregistré. Et les piles au lithium ne peuvent pas non plus être transportées à bord, car si elles sont endommagées, elles peuvent provoquer un incendie. Mettons que tu voyages avec ton animal de compagnie et que son jouet préféré soit un pointeur laser. Il devra s'en passer cette fois-ci. Les pointeurs laser ne sont autorisés ni dans les bagages à main, ni dans les bagages enregistrés. Une canne utilisée comme aide à la mobilité peut être autorisée à bord, mais étonnamment, les douaniers interdisent parfois cet article. Alors joue la sécurité et préviens la compagnie aérienne à l'avance. Sur ce, bon voyage! Tu peux facilement décoller les post-it car leur adhésif plastique n'est pas uniforme. Il est réparti en minuscules gouttes sur la partie collante du papier. Lorsque tu colles un post-it sur un tableau d'affichage, toutes les gouttes qui sont techniquement appelées microcapsules n'ont pas besoin de toucher la surface pour que le papier reste collé. Tu peux donc facilement le décoller. Et puis, quand tu voudras le recoller à autre chose, les gouttes de colle non utilisées prendront le relais. Finalement, tu finiras par utiliser toutes les capsules de colle, ou bien elles seront simplement recouvertes de saleté et le post-it ne collera plus. Si mâcher du chewing-gum est si satisfaisant, c'est parce qu'il est fait de caoutchouc. Les chewing-gums d'avant avaient une texture élastique à cause d'un élément appelé chicle, un type de latex naturel. Aujourd'hui, tu peux mâcher ton chewing-gum plus facilement car il est fait de caoutchouc synthétique. Certains caoutchoucs sont aussi utilisés pour les pneus de voiture, tandis que d'autres sont utilisés pour la colle Elmer parce qu'ils imitent l'effet du chicle. Les immeubles de bureau sont un peu plus hauts pendant la nuit. Lorsque les employés ont fini de travailler et qu'ils rentrent tous chez eux, les grands immeubles de bureau grandissent légèrement. Par exemple, un gratte-ciel de 400 mètres de haut rétrécit d'environ 0,8 mm pendant la journée, sous le poids des 50 000 personnes à l'intérieur. Tu pourrais chauffer confortablement ta maison avec seulement 70 personnes à l'intérieur. Si tu as déjà été coincé dans une petite pièce bondée, tu sais que les gens dégagent de la chaleur corporelle. Il te faudrait environ 70 personnes en mouvement pour réchauffer ta maison en hiver en utilisant uniquement leur chaleur corporelle. Ou peut-être 140 personnes immobiles, si l'on considère que ta maison est équipée de 4 radiateurs électriques à accumulation et que les humains dégagent environ 100 à 200 watts de chaleur dans des conditions normales. Pourquoi le verre se casse-t-il si facilement? C'est parce que ses atomes ne sont pas très bien disposés. Contrairement à d'autres matériaux solides comme le métal, le verre est composé d'atomes amorphes, ce qui signifie sans structure, peu serrés et disposés de façon aléatoire. Ces atomes ne peuvent pas se réarranger aussi rapidement pour conserver une structure solide, de sorte que le verre se brise et des fragments éclatent partout. Sais-tu pourquoi les hublots des avions sont la plupart du temps au-dessous du niveau des yeux? Les avions seraient bien moins chers, plus solides et plus faciles à construire sans hublot. Mais ils sont là parce que beaucoup de gens aiment la vue. D'autant qu'il y a environ 100 ans, les vols se faisaient souvent à basse altitude. De plus, si certains passagers se sentent mal, regarder par la fenêtre peut les aider à retrouver leur sens de l'équilibre, car leurs yeux leur signaleront ce qui se passe autour d'eux. Les hublots positionnés plus bas aident aussi à répartir plus uniformément la charge autour d'eux. Le plancher de la cabine, où les passagers se tiennent, n'est pas tout à fait au fond de l'avion. C'est pourquoi les hublots semblent bas par rapport au volume global de la cabine et au niveau des yeux des passagers assis. L'eau semble plus froide que l'air à la même température car elle est plus dense. C'est aussi pour cette raison que ton corps perd de la chaleur 25 fois plus vite lorsqu'il est entouré d'eau que s'il est entouré d'air à la même température. Comme elle est très dense, l'eau a une capacité thermique élevée. Cela signifie qu'il faut beaucoup de chaleur pour augmenter ne serait-ce qu'un peu sa température. L'eau retient bien à la fois la chaleur et le froid. C'est pourquoi l'océan est beaucoup plus froid que la Terre et en même temps, ta soupe chaude reste chaude pendant longtemps. L'eau est aussi un assez bon conducteur, ce qui signifie qu'elle transfère efficacement la chaleur ou le froid au corps humain. T'es-tu déjà demandé pourquoi l'eau nettoie si bien? C'est à cause de ses molécules asymétriques. Elles sont composées de 2 atomes d'hydrogène collés à un seul atome d'oxygène, ce qui signifie qu'elles sont triangulaires.
C'est pourquoi elles ont une charge légèrement différente sur leurs différents côtés, comme un aimant. L'extrémité oxygène de la molécule est légèrement négative, tandis que l'extrémité hydrogène est légèrement positive. Grâce à cette caractéristique, l'eau est très efficace pour se coller à d'autres molécules. Ainsi, lorsque tu veux laver la saleté, les molécules d'eau vont se coller à elle et l'éloigner de la surface sur laquelle elle se trouve, et ce, quelle qu'elle soit. C'est aussi pour cela que l'eau a une tension superficielle. Elle est aussi capable de se coller à elle-même. Les chats domestiques partagent certaines similitudes avec les grands chats sauvages, mais l'une des choses qui les distingue est leur vocalisation. La majorité des grands félins, comme les tigres et les lions, rugissent bruyamment pour que tout le monde sache qu'ils défendent leur territoire. Mais avec les chats domestiques, la plupart du temps, tu n'entendras que des ronronnements et des miaulements. Cela est dû à la physiologie de leur gorge et de leur boîte vocale qui aide à créer ces vocalisations félines. Ainsi, un félin peut soit rugir, soit ronronner, mais aucun chat ne peut faire les deux. Les lynx, les cougars, les chats domestiques et les guépards ronronnent. Le ronronnement est spécifique car un chat le crée lorsqu'il inspire et lorsqu'il expire. Le rugissement a évolué dans une lignée particulière de grands félins qui comprend les tigres, les lions, les jaguars et les léopards, sauf le léopard des neiges qui a perdu cette capacité. Ils sont capables de rugir grâce aux os flexibles de leur gorge. Les mammifères ont leur boîte vocale dans la gorge, où l'air, passant par cette structure, produit des sons. Les cordes vocales et les os hyoïdes sont les deux principales parties du larynx qui créent différentes vocalisations chez les chats. Tu préfères probablement la fonction pulse de ton mixeur. Ça fonctionne tout simplement mieux, et ce, grâce aux turbulences. Lorsqu'un mixeur arrête de hacher les aliments et commence à les faire tourner en rond uniquement, tout ce que tu mets dedans tourne à la même vitesse. Il ne s'agit pas vraiment de mélanger les ingrédients ensemble, mais de ce qu'on appelle un flux laminaire. Cela signifie que toutes les couches de liquide se déplacent continuellement dans la même direction. Lorsque tu utilises la fonction pulse, ton mixeur ajoute des turbulences. Ainsi, les morceaux de fruits ne se contentent pas de rouler sur le côté du mixeur, ils tombent au centre et il est alors plus facile de les mixer. Tu aimes ouvrir ta fenêtre pendant une chaude journée de printemps ou d'été? C'est tellement agréable d'entendre les oiseaux chanter. Mais même si tu reviens 1 heure plus tard, tu les entendras probablement encore chanter la même chanson. Ce sont des travailleurs acharnés, et les mâles sont très probablement en train de garder leur territoire et d'essayer d'attirer une femelle. Les humains marquent leur territoire avec des clôtures, tandis que les animaux ont leur propre tactique. Certains aiment laisser leur odeur partout, mais les oiseaux utilisent un chant pour envoyer un message indiquant en particulier aux autres mâles de la zone que tel espace leur appartient. Ils vont donc continuer à chanter la même chanson encore et encore. Pendant l'hiver, ils chanteront moins de notes, voire une seule note. En plus de marquer leur territoire, ils essaient aussi de savoir s'il y a de la nourriture à proximité. Pourquoi les chats aiment-ils tant les petits espaces? Tout d'abord, ce sont des animaux solitaires. C'est pourquoi ils cherchent toujours une cachette sûre pour faire une bonne sieste. Et si tu vois un chat recroquevillé dans une petite boîte, il essaie probablement de trouver un endroit agréable et chaud pour dormir et éviter le sol froid. Les chats préfèrent une température ambiante d'environ 14 degrés Celsius, un peu plus fraîche que ce qui est confortable pour nous. Et s'il n'y a pas de rayon de soleil pour se coucher, ils chercheront d'autres solutions, comme une boîte à chaussures douillettes. D'ailleurs, les chats sont plutôt paresseux. Ils peuvent dormir jusqu'à 18 heures par jour, même si la plupart dorment en moyenne entre 10 et 13 heures par jour. La majorité des chats sont plus actifs à l'aube et au crépuscule. Même si beaucoup pensent que ce sont des animaux nocturnes, ils appartiennent en fait à une catégorie spécifique appelée crépusculaire, à l'instar d'autres créatures comme les hamsters, les furets et les chiens errants. Au cours de millions d'années, les chats ont évolué et sont devenus des prédateurs à faible luminosité. Leur vue est adaptée pour les activités du crépuscule. Et comme c'est le moment où ils sont le plus actifs, ils économisent leur énergie pour le crépuscule et l'aube. Avant d'être domestiqués, les chats devaient dépenser de grandes quantités d'énergie à ces moments-là pour débusquer, poursuivre et attraper leur proie. Les chats domestiques n'ont plus besoin de chasser avant chaque repas, mais leur instinct naturel les incite toujours à conserver leur énergie pour la période crépusculaire. Pourquoi les trèfles à 4 feuilles sont-ils si rares? Comme pour les animaux, les gènes des plantes sont situés sur ces petits paquets d'ADN dans le noyau de chaque cellule, qu'on appelle chromosomes. Nos chromosomes se présentent par paires assorties, mais les trèfles en ont 4 copies de chaque chromosome par cellule. Il y a un gène responsable des trèfles à 4 feuilles, et il est récessif. Cela signifie que cette plante ne créera 4 feuilles que si elle possède le gène à 4 feuilles sur les 4 chromosomes.
Or, c'est plutôt rare. De plus, certaines conditions environnementales, comme l'activité du sol, ainsi que la température, peuvent aussi avoir une incidence sur l'apparition des 4 feuilles. Fait intéressant, cette anomalie a tendance à se produire en grappe, donc si tu en trouves un, regarde autour de toi, il pourrait y en avoir d'autres. Les hôtels sont des lieux de passage très fréquentés, pourtant la propreté n'y est pas forcément une priorité. Il peut y avoir des punaises des lits et d'autres parasites qu'on ne remarque que lorsqu'il est déjà trop tard. Voici l'astuce. Quand tu arrives à l'hôtel et tu entres dans ta chambre, ne te précipite pas pour ouvrir tes valises et mettre tous tes vêtements dans les armoires ou sur le lit. Il vaut mieux d'abord laisser ses bagages dans la baignoire et examiner la chambre à la recherche d'éventuels parasites. Il faut contrôler tous les tapis, les tissus d'ameublement, coussins et toute autre surface qui attirerait ces petites bêtes. Une fois que l'enquête a été menée, on peut défaire ses valises. La baignoire est le meilleur endroit pour protéger ses affaires, parce que les insectes ne peuvent pas y survivre. Donc impossible qu'ils infestent tes bagages pendant que tu ne fais pas attention. D'ailleurs, il vaudrait mieux que tu te débarrasses de cette couette. Les draps ont beau être lavés régulièrement, ce n'est pas le cas des couettes. Dans certains hôtels, elles sont lavées une fois par semaine, et encore. Mais dans d'autres, elles ne sont pas lavées du tout. Pareil pour la literie. Les hôtels chics changent les draps tous les jours, mais beaucoup d'hôtels à petit prix ne changent ni les oreillers ni les draps lorsqu'un hôte s'en va. Il vaut mieux demander des housses d'oreiller propres dès son arrivée. Il vaut mieux aussi ne pas boire dans le verre de la salle de bain, car la plupart ne sont pas correctement lavés. Le personnel utilise parfois du désinfectant ou du nettoyant pour faire briller les verres. Tu t'es déjà demandé pourquoi ils n'utilisaient pas de drap housse dans les hôtels? C'est pratique pour la maison, mais pas vraiment pour les structures hôtelières. Les draps sont changés beaucoup plus souvent qu'à la maison et l'élastique s'use beaucoup trop vite. C'est aussi une galère de ranger les draps housses. Il faut toujours en avoir plusieurs de tailles différentes. Il est donc plus pratique d'utiliser 2 draps simples pour les lits doubles. En parlant de draps, tu as sûrement remarqué que dans les hôtels, la literie et les serviettes sont presque toujours blanches. C'est tout d'abord une question pratique. On peut tout laver ensemble et ajouter de l'eau de javel au cas où pour se débarrasser des taches. Mais c'est aussi une question de confort pour les usagers. Selon une enquête réalisée auprès de la clientèle des hôtels, le blanc est perçu comme une couleur fraîche et luxueuse qui rend le séjour plus agréable. Si une chambre d'hôtel semble avoir un prix trop modique, il faut se méfier. Il se peut que le tarif ne comprenne pas les frais de service. Si on paye sa chambre à l'avance, on paye tous les frais de séjour, à savoir le prix initial de la chambre au moment de la réservation et tous les frais supplémentaires, comme les frais de service. En décidant de payer à l'hôtel en fin de séjour, on peut faire face à des frais inattendus. Il vaut mieux bien lire l'addition. Tu as peut-être remarqué que dans certains hôtels, il y avait un téléphone dans la salle de bain juste à côté des toilettes. Ça peut paraître bizarre, mais c'est obligatoire pour les hôtels qui ont reçu 4 étoiles aux États-Unis. Et puis finalement, ce n'est pas si absurde. Imagine que tu glisses et que tu tombes dans la salle de bain. Avoir un téléphone à portée de main pour appeler de l'aide, ce n'est pas si mal. Toujours concernant les salles de bain, il n'y a généralement pas de ventouse pour WC. C'est pour donner l'impression aux hôtes qu'ils sont les premiers à mettre les pieds dans cette chambre. C'est une question de confort et c'est la priorité de tout hôtel qui se respecte. Selon des sondages anonymes, la présence d'une ventouse pour toilette donne l'impression qu'elle pourrait mal fonctionner et ça ne donne pas une très bonne image. Si les clés des chambres sont des cartes magnétiques, il ne faut pas les ranger à proximité de ton portable ou de ton portefeuille. Le problème, c'est que les cartes clés sont conçues pour être reconfigurées régulièrement de façon simple et rapide. Donc n'importe quel aimant un peu puissant, comme celui de ton téléphone, peut démagnétiser la carte de sorte que tu ne pourras plus ouvrir la porte de ta chambre. L'hôtel te donnera certainement une nouvelle carte, mais ça reste embêtant. Certains hôtels n'acceptent que la carte de crédit comme moyen de paiement. Sans carte de crédit, impossible de réserver une chambre ou de payer les services sur place. Réserver une chambre n'est que la première étape du séjour à l'hôtel. On peut profiter de services comme le mini-bar qui seront facturés en fin de séjour. Si on n'a pas assez d'argent pour payer la facture sur sa carte de débit,
L'hôtel n'a pas d'autre solution que d'entamer des poursuites judiciaires, alors que si on paye avec une carte de crédit, tous les frais supplémentaires sont pris en charge par la banque et tout le monde est content. Les horaires d'arrivée et de départ des hôtels ne sont pas faits pour embêter les clients. Ils permettent aux hôtes de ne pas se croiser. Ils laissent aussi le temps au personnel de nettoyer la chambre et de la préparer en vue du prochain arrivant. L'heure de départ est généralement prévue entre 11h du matin et midi, pour une question de confort. On peut prendre son petit déjeuner et se préparer tranquillement au départ. Dans certains hôtels, il n'y a pas de prise électrique à côté du lit. C'est un peu nul, non ? Tout est une question de date. De nombreux hôtels ont été construits avant l'invention de la démocratisation des portables. À l'époque, il n'y avait pas tant besoin de prise à côté du lit. De nombreux hôtels ne se sont pas encore mis à jour. Le meilleur moyen d'éviter ce problème, c'est de séjourner dans un hôtel relativement récent. Lorsque tu te présentes à l'accueil d'un hôtel, il se peut que le personnel te reconnaisse. Il n'est pas rare, surtout dans les structures de haut standing, que le personnel fasse quelques recherches au sujet de leur hôte sur les réseaux sociaux. Ça paraît un peu étrange, mais c'est une bonne façon d'en savoir plus sur son compte et de te permettre d'être plus à ton aise. À l'enregistrement, tu recevras une clé qui va reprogrammer la serrure et rendre toutes les autres clés existantes inutilisables. Il est important d'être courtois avec le personnel si on veut éviter les farces. Les hôtes mal élevés ont parfois droit à 2 clés initiales qui vont reprogrammer à chaque fois la serrure. Il devient impossible d'ouvrir la porte. Le dentifrice est de plus en plus rare dans les salles de bain de chambres d'hôtel. C'est un produit trop cher pour les hôtels à petit budget, parce qu'il est considéré comme un produit médical. Pour les hôtels de luxe, c'est le problème opposé. Ils n'arrivent pas à trouver de marque de dentifrice assez chic pour l'offrir à leurs clients. Le personnel de ménage nettoie régulièrement les chambres, mais ne désinfecte pas souvent les objets les plus petits. Les téléphones et les télécommandes sont les objets les plus sales des chambres d'hôtel. Il vaut mieux les stériliser soi-même avec du désinfectant et une lingette. Le coffre-fort n'est pas forcément le meilleur endroit où ranger ces objets de valeur. Les coffres-forts des hôtels sont généralement des coffres à code et il est très probable que quelqu'un en ait connaissance. Qui sait qui d'autre peut avoir accès à cette information ? La surréservation est une pratique courante dans les hôtels puisque la moyenne quotidienne des clients qui ne se présentent pas s'élève à près de 10%. Il se peut donc que ta réservation ne soit pas prise en compte. S'il n'y a pas de chambre disponible à ton arrivée, il n'est pas exclu que l'hôtel te paye une autre chambre dans une structure semblable des environs. Les gens laissent tout et n'importe quoi dans les chambres d'hôtel. Au Portugal, un employé a trouvé un requin qui avait été abandonné là. Le pauvre animal a été transféré dans son habitat naturel en toute sécurité. La plupart, voire la totalité des hôtels choisissent des revêtements en moquette et il y a une très bonne raison à cela. Tout d'abord, c'est une question de sécurité. Il y a moins de chances de glisser et de tomber sur de la moquette que sur du parquet ou du carrelage. De plus, c'est également économique. Il est plus facile de changer une moquette abîmée que de refaire tout le plancher. La moquette est aussi un bon moyen d'insonoriser une pièce et ce n'est pas si mal quand on a des voisins trop turbulents. Tu t'es déjà demandé ce qu'était un petit déjeuner continental et pourquoi on l'appelle comme ça ? Le nom vient du Royaume-Uni, qui est un ensemble d'îles, et il désigne le petit déjeuner qui est servi en Europe continentale. Il peut être composé de viennoiseries, de différents types de tartines, de viande, de fromage, de jus de fruits et de boissons chaudes. Vérifie dans le coin, sous le lit. Attends, qu'est-ce qui se cache ici ? Les hôtels sont censés être ton chez-toi, loin de chez toi. Mais sais-tu quel secret ils recèlent ? Voici ce qu'aucun membre du personnel ou responsable ne te dira jamais. Certains propriétaires d'hôtels sont très superstitieux à l'égard du chiffre 13, ou bien ils estiment que les clients pourraient l'être. Quoi qu'il en soit, il se peut que la chambre 13 ou que le 13e étage tout entier ait complètement disparu. En Extrême-Orient, il en va de même pour le chiffre 4. Tu peux facilement obtenir un surclassement sans frais supplémentaires si tu fêtes un anniversaire ou un mariage. Il suffit d'appeler à l'avance et de les prévenir de l'événement à venir. Tu vérifies peut-être le lit pour voir s'il y a des taches ou des insectes, mais tu oublies probablement la chose la plus sale de la chambre, la télécommande de la télévision.
Elle n'est pas désinfectée entre chaque réservation. Mets-la dans un sachet en plastique avant de l'utiliser. Il y a plein d'autres choses sales dans cette chambre, mais nous en parlerons plus tard. Chaque hôtel a un endroit où le service d'entretien range les objets oubliés. Les objets les plus fréquemment perdus sont les chargeurs de téléphone, mais des découvertes plus intéressantes ont été faites. Des fausses dents, des yeux de verre et même des boîtes d'asticots. Si personne ne vient chercher ces étranges trésors après 5 ou 10 ans, oui, ils sont assez gentils pour attendre, les membres du personnel de chambre tirent au sort les objets perdus entre eux. Certains hôtels de luxe peuvent avoir des caméras cachées intégrées pour des raisons de sécurité. L'endroit le plus courant pour cela est le judas de la porte. Alors colle toujours un morceau de scotch ou de mastic sur celui de ta chambre. En revanche, il n'est pas normal qu'il y ait une caméra cachée dans la chambre elle-même. Pour le vérifier, éteins la lumière et allume la caméra frontale de ton téléphone. Scanne lentement la pièce. Ton appareil captera leur lumière infrarouge. Les endroits les plus courants sont près du lit et dans la salle de bain, alors vérifie bien ces zones. Les hôteliers laissent souvent leurs amis et leurs familles séjourner gratuitement, mais tu ne le remarques pas puisqu'ils partent généralement avant le début de la haute saison. Les employés et le personnel de ménage peuvent aussi bénéficier de certains avantages. Ils peuvent garder les serviettes, les pantoufles, les peignoirs et les shampoings. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que les chaînes d'hôtels acceptent souvent que tu prennes certains objets dans la chambre. Articles de papeterie et de toilette, tasses à café, parapluies, tout ce qui porte leur nom et leur logo. Cela leur fait de la publicité gratuite lorsque tu emportes ces objets avec toi. Ces beaux fruits et légumes brillants près de l'entrée de l'hôtel-restaurant ne sont pas seulement une décoration. Ils trompent ton corps de façon à ce qu'il se sente rassasié avant même que tu ne prennes ton assiette. Tu manges moins et l'hôtel économise de l'argent. Les hôtels peuvent te donner des flacons supplémentaires de gel douche ou d'autres articles de toilette, mais certains te font payer si tu as pris trop de nourriture au buffet du petit déjeuner. Et pour éviter de contrarier les cuisiniers avec la quantité de nourriture jetée, les hôtels de certains pays font payer à leurs clients tout ce qui reste non consommé dans l'assiette. Aucune chaîne d'hôtels ne te dira volontiers comment obtenir la plus grande réduction pour ton séjour. Donc si tu as un budget limité, fais une réservation après 18 heures. C'est à ce moment-là que le service commercial essaie de vendre toutes les réservations annulées à la dernière minute. Cela signifie souvent qu'il faut réduire le prix, parfois de moitié. Le premier dimanche du mois est le meilleur moment pour s'enregistrer. Les vacanciers partent, les voyageurs d'affaires ne sont pas encore arrivés, donc la plupart des meilleures chambres sont disponibles. Pour obtenir le meilleur choix, il existe un service spécial appelé rooming. Tu peux tout voir dans l'hôtel et choisir la chambre qui te plaît le plus. Il suffit de le demander au réceptionniste. Les hôtels ne te parleront pas volontiers de leurs autres services gratuits à moins que tu ne le demandes. Les chargeurs de téléphone gratuits, les fers à lisser, les bouteilles d'eau et les jeux de société en font partie. Ils peuvent aussi commander un transfert pour toi, réserver des billets de concert ou de théâtre et te réveiller à une heure précise. Les hôtels peuvent te refuser à l'enregistrement, même si tu as payé ta réservation à l'avance. Ils peuvent parfois annuler ta réservation si tu ne te présentes pas avant une certaine heure. Si quelque chose te retient en chemin, appelle et préviens-les à l'avance. Et même si tu arrives à l'heure, on peut toujours te refuser une chambre. Cela arrive généralement lorsque l'hôtel est surbooké. Dans ce cas, ils peuvent te rediriger vers un autre hôtel. Encore plus surprenant, les chances que cela se produise dépendent de qui tu es. Les jeunes hommes célibataires, les couples et les groupes d'amis se feront davantage refuser qu'une famille ou une femme seule plus âgée. C'est parce que les premiers sont généralement plus flexibles face à un changement inattendu. Avant de te jeter sur le minibar, il vaut mieux vérifier si ces boissons sont scellées. Des employés d'hôtel racontent qu'il y a eu des cas où les clients ont fini toutes les boissons fournies, puis ont rempli les bouteilles avec de l'eau du robinet pour éviter de les payer. Les grandes chaînes ont souvent leurs propres transports spéciaux pour aller chercher des clients importants ou pour qu'ils puissent se déplacer en ville. Leurs propres taxis sont généralement moins chers que ceux de la ville, alors si tu veux économiser de l'argent, vérifie le coût de leur transport à la réception. Mais ne demande pas au réceptionniste de te recommander l'endroit où tu dois manger. Il t'indiquera un restaurant partenaire qui le rémunère pour les recommandations, même s'il est cher et mauvais. Les clients ne paient pas vraiment pour la chambre elle-même, mais pour l'emplacement de l'hôtel. La proximité de l'aéroport
de la plage, du centre-ville ou des sites célèbres te coûtera un montant supplémentaire. Oui, même s'il n'a pas d'étoiles et que les équipements ne sont pas de grande qualité. Réfléchis à 2 fois avant de confier tes clés au voiturier. Il y a eu des cas où des employés d'hôtel ont pris une voiture haut de gamme pour une petite virée et se sont filmés dedans. Une personne célèbre pourrait séjourner dans la chambre juste à côté de la tienne. Personne ne le saurait, puisqu'ils peuvent utiliser des noms bidons pour dissimuler leur identité. Mais pour le reste d'entre nous, les gens ordinaires, ce n'est pas permis. Tu as demandé une chambre simple avec un grand lit et une belle vue sur la plage. Mais tu as obtenu une chambre avec 2 petits lits et une superbe vue sur un mur de briques. Cela arrive souvent, mais ils sont censés t'offrir une réduction ou un service gratuit pour compenser la différence. Fais valoir ce droit si le réceptionniste ne te le propose pas. Le coffre-fort de ta chambre peut être tout sauf sûr. Si tu as des objets de valeur, demande à la réception de les mettre dans le coffre principal de l'hôtel. Cet endroit est généralement beaucoup plus sûr car tout le personnel n'y a pas accès. Même si les chaises et les canapés des hôtels ont l'air propres, attends d'en voir un au microscope. Ne t'assieds pas dessus sans avoir préalablement posé une serviette ou une couverture. Tu ne sais pas si le client qui t'a précédé n'a pas mis ses pieds dessus. Or, ses pieds sont certainement sales puisque les moquettes des chambres sont rarement nettoyées, ou peut-être une fois par an, voire moins. Donc ne marche pas dessus pieds nus. Et si tu utilises des pantoufles ou si tu gardes tes chaussures, assure-toi de les emballer lorsque tu les ranges dans ta valise avant de partir. Même chose avec le lit. Avant de t'allonger dessus, sache que le personnel de ménage lave sans doute les draps entre chaque client, mais pas ce grand et beau couvre-lit plein de germes. Ne touche pas non plus les verres. Même s'ils reçoivent un coup de chiffon, c'est probablement avec le même chiffon que celui utilisé pour nettoyer les autres surfaces. Pourquoi ? Parce que le personnel n'a que 20 à 30 minutes pour nettoyer complètement chaque chambre. Il doit donc le faire rapidement et non en profondeur. Les choses souvent oubliées sont les interrupteurs, les poignées de porte et de tiroirs, les télécommandes et assez ironiquement, ce sont les objets que l'on touche le plus souvent. Les experts ont découvert que ces objets recèlent autant de germes que les toilettes. La solution, apporte toujours beaucoup de lingettes antibactériennes. Et si tu te renseignes sur les pratiques de nettoyage de l'hôtel, rappelle-toi, nettoyer ne veut pas dire désinfecter. Choisis soigneusement tes mots afin de ne pas permettre aux gérants de t'entourlouper. Les aéroports font partie des endroits les plus visités et en même temps les plus mystérieux qui soient. Découvrons ce qui s'y passe en coulisses et quels sont les secrets qu'ils cachent. Certains aéroports emploient des personnes spéciales appelées profileurs. Ces personnes donnent vie à un programme appelé SPOT, Screening Passengers by Observation Technique, qui pourrait se traduire par analyse des passagers par l'observation. Ils analysent leurs gestes et leurs comportements afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété, les personnes qui se mordent les lèvres, se grattent compulsivement ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne agit de façon inhabituelle, il peut la soumettre à une inspection au cours de laquelle il va l'interroger afin d'en savoir plus sur elle et de confirmer ou non ses soupçons. Les agents de l'aéroport peuvent aussi te surveiller tout au long de ton cheminement entre le contrôle de sécurité et ta porte d'embarquement. Certains aéroports disposent de scanners de reconnaissance faciale qui peuvent facilement te suivre à la trace. Ils sont équipés d'un logiciel spécial qui compare le visage des passagers avec leurs documents d'identité. N'oublie pas que si tu ne recharges pas ton ordinateur portable avant le vol, il peut être confisqué. Il n'est pas rare qu'un agent de sécurité te demande d'allumer ton appareil pour le vérifier. Si tu ne le fais pas, ton gadget peut être emporté pour un contrôle supplémentaire. Pour des raisons de sécurité, il est crucial de s'assurer qu'il n'a pas été trafiqué ou modifié d'une manière qui pourrait causer des dommages pendant le vol. Emporter une brosse à dents électrique dans ton bagage enregistré peut attirer des ennuis. Les brosses de certains fabricants contiennent des piles au lithium, et celles-ci peuvent entraîner de graves problèmes en vol. C'est pourquoi laisser ta brosse à dents électrique dans ton bagage enregistré n'est pas une option. Mais tu peux la mettre dans ton bagage à main. Et si elle fonctionne avec des piles standards, tu peux la mettre où tu veux. Tous ceux qui ont déjà pris l'avion connaissent la règle de l'interdiction des liquides. Mais tout le monde ne sait pas que cette règle s'applique aussi au beurre de cacahuète, au dentifrice, aux crèmes, aux lotions, au maquillage liquide, aux lampes à lave, aux boules à neige, à certains types de médicaments, aux déodorants et même aux semelles de chaussures en gel. Maintenant, intéressons-nous aux pistes d'atterrissage.
Les aéroports font payer aux compagnies aériennes d'énormes redevances pour atterrir sur leurs pistes certains jours et à certaines heures. Mais le plus intéressant, c'est que ces créneaux peuvent être échangés. Par exemple, en 2016, Oman Air a payé à Air France environ 75 millions de dollars pour un créneau d'arrivée tôt le matin à l'aéroport de Londres Heathrow. Tu as d'ailleurs probablement remarqué que les prix des billets d'avion ont augmenté au cours de la dernière décennie. C'est à cause des prix extrêmement élevés des créneaux d'atterrissage. Les régulateurs de vol ne contrôlent pas seulement les avions dans le ciel, comme on le voit souvent dans les films, mais ils s'occupent aussi de leurs mouvements au sol. Ils contrôlent également l'éclairage des pistes. Il existe 3 types de contrôleurs aériens, en route, terminal et tour. Chacun de ces contrôleurs a son propre domaine de responsabilité. Un régulateur dispose d'environ 5 écrans et les informations qui y figurent changent constamment, car les écrans affichent les conditions météo et des informations sur les autres avions. Si tu te présentes au contrôle de sécurité et qu'on découvre que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main, ne t'inquiète pas, tu as encore une chance de sauver ton couteau suisse préféré. Certains aéroports disposent de services postaux et tu pourras envoyer tes affaires à l'adresse que tu veux. En revanche, les frais d'envoi sont assez élevés et certains articles sont interdits d'expédition. Les aéroports peuvent rapidement revendre ton bagage perdu. Bien sûr, tu as une chance de récupérer ta valise qui a voyagé vers une autre destination. Mais il est tout aussi probable que tu ne la revoies plus jamais. Les aéroports ont le droit de vendre les objets perdus lors d'une vente aux enchères. La plupart des aéroports organisent chaque année une vente de bagages perdus. Après avoir payé un droit d'entrée, tu peux enchérir sur des appareils électroniques, des vêtements, des sacs et d'autres objets. Il se peut que tu voyages sur le même vol qu'une star, mais tu ne le sauras pas. Les grands aéroports ont des procédures d'enregistrement et de sécurité séparées pour les célébrités. Elles montent souvent à bord de l'avion directement par une porte cachée située à côté de la passerelle. Certaines compagnies aériennes utilisent également des véhicules privés pour transférer les passagers VIP du terminal à l'avion. La plupart des passagers arrivent à l'aéroport bien à l'avance. Et l'activité la plus populaire en attendant un vol est de se promener dans la zone duty-free. Et même si les gens prévoient rarement d'y acheter quoi que ce soit, plusieurs produits finissent par se retrouver dans leur panier. C'est parce que beaucoup d'aéroports sont conçus d'une manière spéciale qui permet aux gens de se sentir détendus et à l'aise. Il y a de grandes baies vitrées, beaucoup de lumière et des fauteuils confortables. Or, statistiquement, les passagers détendus sont 10% plus enclins à dépenser de l'argent dans les magasins, les boutiques hors taxes et les cafés et restaurants. Les concepteurs d'aéroports réfléchissent beaucoup à leur aménagement. Cela permet d'assurer une circulation fluide des voyageurs. Et le point principal ici est une navigation facile qui les empêche de se perdre. Ils y parviennent grâce à des indices subtils mais très efficaces. Le fait de placer des zones hors taxes entre les points de contrôle de sécurité et les points d'embarquement est l'un d'entre eux. Elles sont censées t'aider à te détendre après avoir passé les contrôles de sécurité et te conduire là où tu dois aller. Le restaurant d'un chef célèbre à l'aéroport ne sera peut-être pas aussi bon que si tu te rendais dans un vrai restaurant. Ce ne sont pas les chefs eux-mêmes, mais des sociétés de restauration spéciales qui sont responsables des points de vente dans les aéroports. L'une des raisons de la moins bonne qualité des aliments est la sécurité extrêmement stricte qui entoure les livraisons dans les aéroports, y compris pour la nourriture. Tu pourras toujours manger un bon repas, mais ce ne sera pas la même chose. Maintenant, parlons d'une autre façon dont les aéroports te manipulent pour te faire dépenser ton argent. Ils te font traverser les magasins duty-free rutilant directement après le contrôle de sécurité. Mais le plus curieux, c'est que l'allée qui traverse ces magasins est généralement orientée vers la gauche. C'est parce que la plupart des gens sont droitiers. Cela signifie qu'ils utilisent leur bras droit pour tirer leurs bagages et qu'ils ont tendance à regarder vers la droite lorsqu'ils traversent les magasins. Lorsque la zone duty-free s'incurve vers la gauche, il reste plus d'espace sur la droite, là où les passagers ont le plus tendance à regarder. As-tu déjà remarqué le nombre de miroirs dans les aéroports ? Ils sont placés stratégiquement pour faire paraître les aéroports plus grands et créer une illusion d'espace. Cela contribue à réduire le sentiment de claustrophobie et rend l'expérience de l'aéroport plus agréable pour les voyageurs. Si tu as le choix, n'échange pas d'argent liquide à l'aéroport. Tu n'y obtiendras jamais un bon taux. Ceux qui n'ont pas acheté de monnaie locale à l'avance peuvent en commander en ligne et la récupérer à l'aéroport. Certains services n'ont besoin que de quelques heures de préavis pour une telle commande. Ou alors, il peut être encore plus judicieux de retirer de l'argent dans un distributeur à ta destination finale.
As-tu déjà prêté attention aux codes des aéroports? Les plus utilisés sont ceux à 3 lettres. Pourquoi 3? Dans les années 1930, aux États-Unis, les pilotes utilisaient les codes de ville à 2 lettres du service météo national pour se référer aux aéroports. Mais rapidement, le nombre d'aéroports dans le pays a dépassé le nombre de ces codes. C'est pourquoi les compagnies aériennes ont élargi ce système en ajoutant une 3e lettre. C'est ainsi que LA pour Los Angeles est devenu LAX. Mais même s'il ne devrait pas y avoir 2 aéroports avec le même code, certains de ces codes se ressemblent tellement que tu peux facilement les confondre. Par exemple, un aéroport au Bangladesh porte le code CGP, tandis qu'un autre en Argentine porte le code CPG. Même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre, ne te trompe pas de destination. C'est ton premier voyage en Égypte. Et tes nouveaux amis t'ont invité à déjeuner. La nourriture te semble un peu fade, alors tu décides de la relever un peu avec du sel et du poivre. Comme il n'y en a pas sur la table, tu en demandes à l'hôte et tu remarques que tout le monde est scandalisé. Il s'avère que c'est une grande insulte pour le cuisinier lorsque quelqu'un veut changer le goût original du plat qui se trouve dans son assiette. Le cuisinier l'a fait ainsi pour une bonne raison et vouloir la modifier revient à montrer que le plat n'était pas assez bon. Au Japon, les serveurs, les chauffeurs de taxi et les employés d'hôtel ne reçoivent pas de pourboire, alors que dans le reste du monde, on est habitué à le faire par gentillesse. Ils peuvent se sentir offensés parce qu'ils sont déjà payés pour fournir un service parfait et qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'argent pour l'améliorer. Si on veut vraiment montrer sa reconnaissance, il suffit de dire merci. On peut cependant donner un pourboire aux guides privés, aux compagnies touristiques et aux interprètes. Le montant qui te semble approprié peut être mis dans une enveloppe et remis à l'interprète. Si on veut impressionner ses nouveaux amis ou collègues japonais, il faut prendre le temps d'étudier le protocole qui régit l'usage des baguettes. Dès que tu auras maîtrisé l'art de les tenir, n'oublie pas de ne pas les frotter l'une contre l'autre. Les gens le font pour éliminer les échardes, mais cela peut donner l'impression que tu n'es pas satisfait de la qualité des baguettes que ton hôte t'a fournies. Ne les place pas non plus à la verticale dans ton bol de riz, car cela pourrait être perçu comme une offrande aux défunts. N'agite pas tes baguettes en l'air et ne les utilise pas pour pointer du doigt, car ces 2 gestes sont considérés comme extrêmement grossiers. De même, il est interdit de déplacer des objets avec elles ou la main qui les tient. C'est un manque de respect et on risque de renverser des choses. En Italie, ne commande pas de cappuccino au-delà de midi. Les locaux ne le font pas car ils pensent que le lait et la mousse font de cette boisson un vrai repas, ce qui n'est pas bon pour la digestion. Par ailleurs, il faut déguster son café debout au bar et le payer avant même de l'avoir commandé. Il faut d'abord payer à la caisse, puis montrer le reçu au serveur pour obtenir sa boisson. Fan de chewing-gum? À Singapour, ça ne va pas être de tout repos pour toi. L'utilisation, la vente et l'importation de chewing-gum y sont interdites et tu devrais payer jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour avoir manipulé du chewing-gum. Cette loi a été introduite dans les années 1990 pour rendre la ville plus propre et faire que les trains rapides locaux arrivent à l'heure. Au moment du lancement d'un nouveau système de transport en commun, des passagers ont collé des chewing-gums sur les capteurs des portes des trains, ce qui a entraîné de sérieux retards. Les nouvelles règles ont permis de résoudre ce problème. La politique pas de chewing-gum, ainsi que de nombreuses autres règles strictes, ont contribué à faire de Singapour une ville vraiment propre et agréable. Si tu ne peux absolument pas imaginer ta vie sans mâcher, les autorités locales recommandent de remplacer le chewing-gum par des bananes. En Bolivie, lorsque quelqu'un te demande de lui passer quelque chose comme du sel à table, ne lui donne pas directement. Donne-le à la personne assise à côté de toi et elle le passera. Si la personne à côté de toi te fait cette demande, tu ne peux toujours pas lui tendre directement. Un voisin de table devra t'aider. Cette coutume vient d'une superstition selon laquelle remettre quelque chose à quelqu'un directement dans ses mains porte malheur. Pour les mêmes raisons, il est interdit de tendre la main à travers la table ou de se lever pour passer ou lancer quelque chose à quelqu'un. Et n'oublie pas de garder les 2 mains sur la table lorsque tu n'es pas en train de manger. On pourrait croire que tu essaies de cacher quelque chose si elles ne sont pas visibles à tout moment. Lorsque tu arrives pour un dîner en Jordanie, tes hôtes peuvent t'offrir un café arabe amer en guise de bienvenue. N'essaie pas de le garder pour la fin du repas. La politesse veut que tu le boives rapidement. Ce n'est que lorsque tout le monde aura fini que les gens se remettront à socialiser.
Lorsque tu passes le gobelet vide à tes hôtes, n'oublie pas de secouer le poignet. Si tu ne le fais pas, cela signifie que tu demandes à être resservi. Ne te précipite pas pour arriver à l'heure à un événement au Venezuela. Les gens pourraient penser que tu es impoli ou affamé. La politesse veut que l'on arrive avec 10 à 15 minutes de retard. Les événements prévus à 19h commencent souvent à 20h ou plus tard. Une histoire populaire raconte que dans les années 1980, un journaliste étranger est arrivé à une conférence de presse avec plus d'1 heure de retard. Lorsqu'il a constaté que la salle était presque vide, il est allé s'excuser auprès de l'hôte pour avoir manqué l'événement. L'hôte lui a alors dit qu'il était le premier journaliste à être arrivé. C'est assez étonnant car les horloges de ce pays sont officiellement en avance de 0,9 secondes sur le reste du monde depuis des années. Tu as l'intention de voyager en bus en Irlande prochainement? N'oublie pas de remercier le chauffeur en descendant du bus. Tu constateras que la très grande majorité des habitants le font de manière appuyée, car c'est une règle locale. Choisis bien ton cadeau si tu es invité dans une maison au Vietnam. Il est possible d'apporter des fruits, des sucreries ou de l'encens. Les mouchoirs sont considérés comme le symbole d'un triste adieu, et les couteaux sont le signe de relations interrompues. N'en apporte donc jamais. Emballe ton cadeau dans du papier coloré et évite toujours le noir. Les habitants de la région estiment que cette couleur est de mauvais augure. Lorsque tu présentes ton cadeau, tiens-le à 2 mains. Ne sois pas surpris que tes hôtes ne l'ouvrent pas tout de suite. L'ouverture se fait après le départ du donateur. En Inde, ne laisse rien dans ton assiette. C'est un signe de manque de respect pour la nourriture qui t'a été servie. La nourriture est considérée comme sacrée dans ce pays, ce qui contrarierait beaucoup tes hôtes. Donc lave et sèche tes mains avant de commencer le repas. N'oublie pas de féliciter le cuisinier et attends que le plus âgé se lève avant de quitter la table. Dans le sud de l'Inde, il est courant de servir la nourriture sur une feuille de bananier. Il faut la plier par le haut quand on a terminé le repas. La replier par le bas signifie que l'on n'est pas satisfait de ce que l'on a reçu. Au Danemark, il n'est pas question de se vanter de ses réussites. Les Danois considèrent que tout le monde est égal et personne ne parlera donc de sa réussite professionnelle, de ses talents ou d'une quelconque supériorité. Ils attendent la même chose de toi. Si tu cherches un bon sujet de conversation, la grandeur de leur pays est une bonne option pour les Danois. Ils sont vraiment fiers de leur terre et de toutes les merveilles qu'elle recèle. Si tu pars en voyage en Allemagne et que tu as l'intention d'emprunter la célèbre Autobahn, n'oublie pas de faire le plein avant de prendre la route. Il est interdit de s'arrêter, de se garer, de faire demi-tour et de reculer sur cette autoroute ultra rapide. Oui, même si tu dois t'arrêter parce que tu n'as plus d'essence, tu devras payer une amende car tu étais censé mieux planifier les choses. Et bien que l'autobahn n'ait techniquement pas de limite de vitesse, fais attention si tu passes par des zones urbaines comme Francfort, Berlin et Munich ou par des travaux de construction et une circulation dense. Des instructions spéciales concernant la vitesse seront données à ces endroits. Si tu envisages de découvrir Chypre en voiture, désaltère-toi avant de démarrer le véhicule. Il est interdit de boire quoi que ce soit, y compris de l'eau, en conduisant sur l'île. Si tu ne peux pas résister à l'envie de grignoter ou de boire au volant, apprête-toi à payer une amende. En Éthiopie, il faut réfléchir à 2 fois avant de choisir un cadeau pour quelqu'un. Ils considèrent cela comme une dette qu'ils devront rembourser par la suite. Ainsi, si tu apportes quelque chose de très cher, le destinataire devra soit dépenser beaucoup d'argent pour un cadeau de retour, soit se sentir redevable envers toi. Lorsque tu pars en vacances, je suis sûr qu'il t'arrive d'oublier quelques objets utiles, comme une craie de cire ou une tête d'oreiller. J'ai rassemblé les meilleurs conseils de voyage pour te permettre de passer des vacances inoubliables. Tu dois bien réfléchir à la date à laquelle tu prévois de partir quelque part. Si tu disposes d'une certaine marge de manœuvre, ne pars pas en juillet. Il n'est pas nécessaire de voyager pendant la haute saison. C'est trop cher et il y a beaucoup trop de monde. La meilleure période pour partir est la saison intermédiaire, qui se situe entre la haute et la basse saison. En Grèce, par exemple, c'est en avril et mai et en septembre-octobre. Le temps est déjà ou encore superbe, mais il y a moins de monde et l'hébergement est beaucoup moins cher. Lorsque tu fais une recherche de vol, fais-la toujours en mode incognito. Si elle est effectuée en mode normal, les fichiers cookies enregistrés suivront la trace de tes recherches, et les vols moins chers auront moins de chances d'apparaître si tu as cherché pendant un certain temps. Ne te trahis pas, reste toujours en mode incognito.
Une autre astuce consiste à choisir un autre pays d'origine et une autre devise, celle dont le taux de change est le plus avantageux. De cette façon, tu peux acheter des billets dans différentes monnaies qui seront beaucoup moins chères. Ensuite, lors de l'achat du billet, crée un compte de voyageur, quelle que soit la compagnie aérienne avec laquelle tu voyages. Les compagnies aériennes t'offrent des miles, et lorsque tu en as assez, tu peux obtenir un volume gratuit. Même si tu voyages avec des compagnies aériennes différentes, il n'est pas nécessaire de rater une occasion. Et oui, ne te débarrasse pas de ton billet d'avion après le voyage, tant que tu n'as pas vu que tes miles ont été comptabilisés sur ton compte de voyageur. De même, si tu dois annuler un billet non remboursable, ne l'annule pas et ne te présente pas. Si quelque chose arrive et que le volume est annulé, tu seras remboursé car personne ne savait que tu n'allais pas prendre l'avion de toute façon. Quant au choix des sièges, si tu voyages avec quelqu'un, ne choisis pas les sièges les plus proches l'un de l'autre. Garde le siège du milieu entre vous, et il y aura plus de chances qu'il ne soit pas réservé, à moins que l'avion ne soit plein. Si tu as de la chance, tu auras 3 sièges pour toi. Mais si tu finis par avoir un voisin, tu peux simplement lui demander d'échanger sa place avec l'un d'entre vous pour que vous puissiez vous asseoir l'un à côté de l'autre avec la personne avec qui tu voyages. La plupart des gens seront ravis de changer de place. Si tu as une longue escale, utilise-la à ton avantage. Les escales de 6 heures ne sont pas cool. Trop longues pour se détendre dans l'aéroport, mais trop courtes pour en sortir. Dans ce cas, mieux vaut opter pour des escales plus longues et les utiliser pour explorer la ville avant votre prochain volume. Si tu réserves un hôtel, adhère toujours à son programme de fidélisation. Comme pour les billets d'avion, cela ne te coûtera rien, mais tu seras traité comme un invité spécial. De même, lors de l'enregistrement, demande un surclassement. Pour un même prix, tu pourrais bénéficier d'une meilleure chambre. N'oublie pas d'informer l'hôtel de toute occasion spéciale, lune de miel, anniversaire, etc. Tu obtiendras probablement des avantages de la part du personnel de l'hôtel. Même si les sites web de recherche d'hôtels sont agréables à utiliser, une fois que tu as choisi l'hôtel, appelle-le directement pour faire la réservation. Les sites web prélèvent des frais pour l'affichage des offres, de sorte que toutes les offres qui y figurent sont plus chères. En appelant directement l'hôtel pour réserver une chambre, tu l'obtiendras à moindre coût. Mais ne te sens pas limité par les hôtels. Les Airbnb sont une excellente option et il est souvent possible de trouver des endroits luxueux pour pas cher. Par ailleurs, si tu n'as pas peur des auberges de jeunesse, elles peuvent aussi être intéressantes. Tu peux rencontrer des voyageurs d'autres pays et te lier d'amitié avec eux, et peut-être même séjourner chez eux si tu te rends dans leur pays. Passons maintenant à la préparation des bagages. Tout d'abord, fais toujours une liste de contrôle de tes bagages et garde-la sur ton téléphone. Il est difficile de se souvenir de tous ceux dont on a besoin immédiatement, alors prépare la liste sur quelques jours et ajoute des éléments dès que tu t'en souviens. De cette façon, tu n'oublieras rien d'important. Pour faire entrer plus de choses dans ta valise, roule tes vêtements. Ils prendront ainsi moins de place. Enroule tous les shampooings et autres produits qui peuvent déborder dans un bonnet de douche. Ainsi, même si quelque chose explose, tout ce qui se trouve à l'intérieur sera protégé. Utilise également des cubes d'emballage. Ils permettent de tout organiser et de gagner beaucoup de place. Apprends à classer tes affaires de manière efficace. Une boîte tic-tac peut être un bon moyen de ranger les épingles à cheveux qui seront ainsi toujours à leur place. Utilise une carabine pour garder toutes les attaches de cheveux ensemble. As-tu emporté une tête d'oreiller ? Tu devrais. Elle ne prend pas beaucoup de place, mais au cas où tu serais mal à l'aise en voyage, tu peux simplement remplir la tête d'oreiller avec quelques vêtements. Voilà, tu t'es procuré un oreiller. Mais également une feuille de séchage dans ta valise. Ainsi, tes vêtements sentiront bon même pendant les longs voyages. N'oublie pas de faire une copie de ton passeport et de la garder dans ton portefeuille, au cas où. Tu peux aussi en avoir une copie scannée sur le cloud. Un autre objet utile à conserver est un bloc d'alimentation. Les prises de courant dans les aéroports et les avions ne fonctionnent pas toujours. Prends aussi une craie de cire. Elle te sera utile si tu as besoin d'écrire quelque chose. Les stylos ne fonctionnent pas bien dans les avions à cause de la pression de l'air. Et les crayons se cassent. Une craie de cire sera toujours là pour toi. De même, il serait bon d'avoir une pince à linge. Tu sais, quand tu arrives et que tu veux éviter que ta brosse à dents ne touche les comptoirs, si tu attaches la pince à linge à la brosse à dents, elle peut servir de support. Un autre petit objet utile est la pince à pain. Ces pinces ont tellement de fonctions, tu peux l'utiliser comme marque-page, l'attacher à l'extrémité d'un rouleau de ruban adhésif ou maintenir en place tes cordons enroulés. Mais le plus important, c'est qu'elle est indispensable pour tes tongs.
La partie en forme de V finit souvent par se détacher de la chaussure. Pour éviter cela, il suffit de glisser la pince à pain sous la partie inférieure. Elle servira de stopper et tes tongs dureront. Comment s'habiller? Bien sûr, le confort est la première priorité. Les pantalons de survêtement et les leggings sont bien plus confortables que les jeans. Une veste confortable te permettra de ne pas avoir froid. Une écharpe à franges est également utile. Elle est chic et se transforme en couverture. Veille également à porter des chaussettes de compression. Elles t'éviteront de te sentir enflé pendant le voyage. Un autre élément important de ta tenue pourrait être un casque anti-bruit. Celui-ci changera la donne s'il y a un petit être humain qui crie dans l'avion. Dernière astuce, marque tes bagages comme fragiles, même s'il n'y a rien de fragile dedans. Ainsi, ils seront mieux traités et ils sortiront dans le premier lot après le volume.